Salut Alex, Salut, comment tu vas? je suis ravi de t'accueillir dans la Botagance, ça va super bien. Une fois n'est pas coutume, cet enregistrement il est à distance. D'habitude je fais toujours Oui. en présentiel, mais tu sais comment ça a été galère qu'on arrive à... Ah ouais, là. Bah, déjà, je voulais voilà, te remercier, puis un peu m'excuser. C'est vrai que c'était énormément compliqué de savoir les deux pour faire cet enregistrement qu'on fait là, justement. Donc, je suis content qu'on soit enfin face à face, si je peux dire. Ouais, puis on se verra très bientôt, donc on pourra rattraper le temps perdu. Bien Est-ce que sûr. tu peux te présenter en deux mots pour les gens qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Alors, mon prénom, c'est Alexandre. J'ai 23 ans. Je suis originaire de Suisse. J'ai vécu 5 ans à Paris. Et je suis actuellement donc youtubeur. Voilà, je fais des vidéos sur YouTube depuis 10 ans. Et j'ai à côté de ça, plusieurs entreprises, dont une que je suis en train de monter en Suisse, c'est un garage, voilà. Bon, on en parlera de toute façon au cours du podcast. Est-ce Yes. que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours? Parce que je sais que tu n'es pas un passionné automobile depuis l'enfance, tu es un passionné Mmh. de mobilité, on va dire, avec Oui. les avions, les trains. Comment ça Mmh. se passe? Comment tu grandis un petit peu en Suisse du coup? Comment ça se passe pour toi? Bah, en Suisse, moi, je suis dans un vallon, si tu veux, où tu as, plein de petits villages, où tu as entre 500 et 2 000-3 000 habitants. Moi, dans mon village, j'ai à peu près, ouais, 800 habitants, je crois, donc voilà, il y a limite plus de vaches que d'habitants. C'est Et Marly-Gaumont quoi. ouais, c'est un peu Marly-Gaumont, mais bon, un peu plus classe. Non. Et on a quand même plus de moyens de transport. C'est-à-dire que bah, dans mon village, il y a un aérodrome où tu as des avions avec des planeurs. Tu as aussi le train. Moi, mes parents aussi, au passage, que tu me disais de me présenter, mes parents sont divorcés. Donc, du coup, j'ai souvent habité dans une ville et aussi dans une autre. Et bon, il y a aussi plein d'autres choses dont on va raconter dans ce podcast. Et souvent, je me déplaçais en train et j'ai été depuis tout petit passionné de train et j'avais un de mes meilleurs potes d'enfance, que on se côtoie aujourd'hui, mais on n'est plus meilleurs potes, mais voilà. On était les 2 passionnés de train et en fait, en Suisse, on a ce qu'on appelle, la carte journalière où tu achètes un billet et en fait, tu peux voyager à travers toute la Suisse illimité pendant une journée et donc du coup, bah, je j'ai eu la chance de voyager à travers, toute la Suisse et de voir plein de choses, plein de musées hyper intéressants, avec cette fameuse carte. Et il y avait les avions, forcément les avions, bah, là où habitait mon père, j'avais un aérodrome plus grand, ça s'appelait Grenchen, c'est en Suisse allemande et là, tu avais quand même un aérodrome où tu Tu avais parles des allemand d'ailleurs? Nein. Ah non, je déteste cette langue. Ah vraiment, ah non, en fait, on l'apprend à l'école, mais je la déteste vraiment, je peux pas me la supporter cette langue. C'est con parce que les allemandes, sont très, très belles et donc et donc dans la ville de mon père, bah, il y avait un aérodrome assez grand quand même et où il y avait des jets privés, enfin des bimoteurs, quand même des choses assez, ça commençait à être assez intéressant et j'ai eu la chance d'avoir un pote qui parlait français parce que si tu veux, c'est une ville allemande, donc j'avais aucun pote et il y avait un gosse, son père, était instructeur et en fait, il avait une école, de pilotage et lui parlait français. Je passais mes week-ends avec lui et j'avais de la chance, on pouvait, pas aller sur la piste, mais on pouvait aller sur le taxiway, aller dans les hangars. En fait, il connaissait tout le monde à l'aérodrome. Donc du coup, quand il y avait un avion, un jet privé à je sais pas, aller, ranger, bah, on allait dans le jet. Donc on se mettait dans le cockpit, on s'amusait, on bouffait aussi les derniers macarons, les sandwichs et tout et c'était trop cool. Franchement, c'était trop, trop bien ces week-ends-là. Donc ça, c'était énorme passion, l'aviation et c'est d'ailleurs avec ça que j'ai T'avais quel commencé âge ma à ce chaîne YouTube. moment-là? T'avais quel âge? Alors ça, c'était bien avant YouTube, bien avant tout ça, c'était j'avais entre 10 et 13 ans. Voilà, toute cette période-là, aviation, ce pote-là, c'était ouais, il s'appelle Pierre Lohan d'ailleurs. Bah, avec lui, c'était, à ce moment-là entre 10-13 ans et puis encore avant les trains surtout. Enfin les trains, ça a toujours été en fait depuis tout petit jusqu'à environ, ouais, 13-15 ans, ça a été à peu près là. Parce qu'en fait, il y a aussi les jeux vidéo. Je jouais à Train Simulator, Flight Simulator, et puis Train Simulator, malheureusement, ils n'ont pas su, entre le MSTS, donc le tout premier Train Simulator, et les tout derniers, il y a vraiment eu une période de battement où il n'y a pas eu grand chose de stylé. Alors que Flight Simulator, bah pareil, hein, il y a eu Flight Simulator X, après Prépare 3D, et aujourd'hui, bah, le nouveau Flight Simulator. Et les jeux vidéo, je pense que ça aide beaucoup aussi. Et à côté de ça, évidemment, la chaîne que j'ai aujourd'hui, c'est l'automobile. L'automobile, j'ai toujours un peu aimé, de loin. Je me rappelle dans le village, où habitait ma mère, j'étais à la gare pour les trains et en fait, il y avait un mec, beaucoup plus âgé, mais il avait le permis, donc il avait plus de 18 ans forcément et il avait tu sais, c'était l'époque en Suisse du tuning, donc on doit être dans les années, je sais pas moi, entre 2005 et 2000, ah même avant 2005, hein, non, on doit être entre 2003 et 2005, ouais Ouais, je et pense que tu là vois, ouais, c'est ça, c'est l'âge d'or du tuning pour moi à ce ah moment-là. là, Ouais. c'est grosse période tuning et en fait, il y avait un mec qui avait un gros tuning et je crois que c'est aussi la période, bah, de Need for Speed Underground, Most Wanted et moi j'ai eu Most Wanted et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai acheté la voiture d'aujourd'hui, donc la Crown. Hem, Ce Là, mec-là avait t'es en train de tout spoiler là. je suis en train de te spoiler, c'est vrai, c'est terrible. Mais ce mec avait un tuning de ouf, il avait un pot d'échappement, mon gars, bah, pour ceux qui regardent sur YouTube, donc il était mastoc et c'était un Borla, je crois.
Et justement, dans Need for Speed, il y avait les échappements bord là. Et je me disais, ouais, dans ma tête, hein, quand j'étais petit, plus l'échappement est gros, plus la voiture est puissante. Je me disais ça quand j'étais gosse. Et bref, ce mec, ça m'a marqué. Le tuning, voilà. Et Most Wanted, forcément, Most Wanted, énorme jeu qui m'a beaucoup inspiré aujourd'hui, si je peux dire. Mais Je tu sais pas sais, pourquoi. c'est marrant parce que quand on est gosse, tu sais, on a tous nos obsessions. Moi, mon Mhm. obsession, c'était de regarder sur toutes les voitures jusqu'où était gradué le compteur. Et en fonction de ça, je pouvais te dire, ça c'est vraiment une voiture de ouf, ou ça c'est un peu une connerie, alors qu'en fait, on sait très bien que bon, ça donne une indication, mais c'est pas du Oui. tout fiable, tu vois. Bah C'est pas du pareil, tout. en fait, c'est vrai que les compteurs de vitesse, quand je voyais une voiture qui avait un compteur, je sais pas, qu'elle est à 300, je disais, oh, ça, c'est un truc de ouf. Ouais, mais t'as raison, j'avais complètement oublié ça, tu viens de me rappeler ça. C'est vrai que c'est très très marrant ça. Ah ouais, ouais, c'est rigolo. En fait, je me revois petit, tu vois, c'est marrant. Mais ouais, je pense qu'on a finalement tous un peu les mêmes souvenirs, tu vois, mine de rien, on le partage pas forcément tout le temps parce que bah, l'automobile, enfin peut-être que tu as eu la chance d'avoir des amis qui partageaient cette même passion, moi c'était pas mon cas, tu vois, donc Mhm. c'était très secret, tu vois. Ouais, Et, mais surtout qu'à ce moment-là, donc tu lances ta chaîne YouTube, donc comme tu le disais, pas du tout dans l'automobile, exactement. c'est plutôt du gaming. Oui. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu es aussi déjà en pensionnat? Alors le pensionnat, oui, le foyer, donc il y a beaucoup de termes en fait en France. Je pense que c'est un peu différent de la Suisse, mais en gros c'est pas une prison pour jeunes, mais c'est limite un peu ça. C'est quand vraiment t'as trop fait de conneries quand t'étais gosse à l'école, quand t'as viré de l'école et qu'on sait pas où te mettre, bon, on te met là. Ou alors quand les parents sont vraiment, je sais pas, je vais pas dire des cassos, mais qui savent pas euh, s'occuper de leur enfant, bah en fait les enfants sont placés par les autorités là. Et moi ça a été le cas, mais c'était pas à cause de mes parents, c'était à cause de mon comportement. Euh, et voilà, donc j'ai été mis en foyer, j'avais 9 ouais, 9-10 ans, quelque chose comme ça. Et tu y es Peut-être resté jusqu'à 16 ans, c'est ça? jusqu'à à peu près, ouais, jusqu'à 16 ans. Je dirais même 8 ans, hein, mais c'est vague, hein. En gros, en Suisse, contrairement à la France, si tu veux, on a 11 années scolaires. Bah, vous aussi, vous avez 11 années scolaires. Et moi, en gros, pour te dire, j'ai été viré en 4e ou 5e. Mais c'est pas le même système qu'en France, tu vois. Mais c'est en Hmm. gros, c'est après l'école, enfin, t'as l'école enfantine et en gros, c'est la Je, 5e année, je- quoi. je crois que c'est plus ou moins le même système qu'en Allemagne, non? En Suisse, ça se Bah, rapproche c'est plus de l'Allemagne. Bah, c'est possible. Oui, on Ouais. a le pays en lui-même est assez rapproché de l'Allemagne si on doit prendre un pays européen. Oui, la Suisse est très proche de l'Allemagne par rapport à beaucoup de choses. Ouais. Ouais, donc en gros, si je comprends bien, cette période-là, c'est aussi assez compliqué. Donc peut-être que la chaîne YouTube, c'est une manière aussi de t'évader un petit peu par rapport à tout ça, quoi. La- en fait, la chaîne YouTube, je l'ai lancée. C'était un été. Et si tu veux, c'était le début de YouTube Call of Duty sur Ok. MW2 avec Diablo X9, Monsieur le V12, Bismuth 3. Il y avait qui? Bah, il y avait Code QG. Enfin bref, C'est des références que j'ai pas du tout, hein, je te le dis, hein. Ah ouais? Ah Ah non, non, sérieux? non, Ah non, c'est du trop tout, du tout, marrant! du tout, du Ah c'est tout. rigolo. Et l'appli Comedy Club, enfin bref, bah, les gens qui vont écouter ou regarder la vidéo vont peut-être se souvenir de toute cette époque-là. C'était incroyable. D'ailleurs, Bismode 3 est vraiment pour moi le youtubeur qui a comment? Les prémices en fait des vidéos cut. En fait, si tu veux, il faisait des vidéos, tous les youtubeurs faisaient des vidéos hyper longues, genre entre 20 et 40 minutes, juste d'un gameplay Call of, tu vois. Et quand il se passe rien, tu sais, le mec entre deux points, entre deux shots, tu sais, il se passe rien, donc en fait, c'est pas intéressant. Et en fait, lui, il avait fait un format condensé. Et c'était n'importe quoi. Et en fait, c'est un peu les prémices de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire des vidéos assez cut, avec de la musique, avec des trucs, des conneries. Bah, en fait, lui, il faut se dire qu'à cette époque-là, on est en 2013-2014, il faisait déjà ça, en fait. Et bon, un autre youtubeur qui a pas su se renouveler, c'était malheureusement Diablo X9, qui était le premier youtubeur. Et en plus, c'est un Suisse à atteindre le million d'abonnés francophones dans le gaming, hein, enfin dans tout ce qui est YouTube d'aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, bon, il travaille à la RTS, donc à la télé en Suisse. Ouais, donc Et il a donc fait une moi, reconversion toujours en image quand même, ça va. oui, exactement, oui. Mm. Et moi, bah, j'avais à ce moment-là 13 ans, je regardais donc ces mecs-là et je me dis, waouh, c'est génial. Et ça fait déjà des années que je fais des vidéos en fait. Si tu veux, quand j'étais gosse, parce que je me faisais chier le week-end. Et parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir des téléphones, ça c'est ma mère, hein, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus, elle me donnait en fait ses téléphones à elle. Elle a toujours pris les derniers portables à la mode, à la dernier cri, etc. Et à un moment donné, elle m'avait donné un Nokia, je sais plus c'est quoi le modèle, mais en gros il filmait hyper bien, il avait une super caméra. Et en fait, je m'amusais à faire du stop motion Lego. Parce que oui, c'était aussi une grosse mode à une certaine époque sur YouTube, c'était les films Lego. Et bah du coup, Et tu avant sais que là, même... là, là, t'es en train de me faire une leçon d'histoire sur YouTube, hein. C'est là où je me rends Ah ouais? compte que, ouais, ouais, en fait, toute cette période-là, tu vois, je l'ai pas eu. C'est peut-être une question de. Pourtant, il n'y a pas tant d'âge de différence entre nous, mais peut-être une question de génération, je sais pas.
Mmh. et peut-être que j'étais trop dans la bagnole trop tôt, tu vois. C'est peut-être Oui, ça. C'est peut-être ça, bah, mais peut-être, hein. non, mais c'est vachement intéressant en tout cas. Je pense que ça, Beh, il y aura beaucoup d'auditeurs qui auront la référence que tu donnes. bah, Dailymotion, YouTube, j'ai toujours été à fond dessus. J'avais aussi un pote quand j'étais petit. C'est vrai que là, c'est chronologiquement parlant, on fait n'importe quoi, mais bon. Avant même que je lance la chaîne YouTube, avant tout ça, quand j'étais encore au foyer, j'avais un pote qui s'appelait Joachim. Alors, j'ai eu vent de sa situation aujourd'hui. Il a extrêmement mal tourné. Je suis assez triste pour lui d'ailleurs, parce que c'est pas quelqu'un qui a un mauvais fond, mais voilà, il a mal tourné. Et en fait, ses parents ont donc assez des moyens. Et ils avaient je crois qu'ils avaient pas une 930 turbo, mais ils avaient, voilà, une Porsche de ces époques-là, je pourrais plus te dire le modèle, mais voilà, une 930, dans ces époques-là et qui marchait une tonne. C'est l'une des voitures dans lesquelles j'étais monté qui marchait vachement bien. Ensuite, ils ont eu une 963 MG, ouais, pas les premières, mais une 2010, quelque chose comme ça, et ça marchait. Et en fait, j'avais vu la voiture et je disais: «Oh, c'est une classe E, quoi», comme n'importe quelle personne qui connaît pas l'automobile. Et en fait, quand il a démarré la voiture, j'ai fait: «Waouh, c'est quoi ce délire?» Et c'était le modèle qui faisait 525 chevaux, je crois d'ailleurs. Et putain, il a accéléré, j'ai rien compris à ma vie, en fait. J'ai fait: «Mais c'est quoi ce truc, en fait? C'est un bateau et ça marche autant vite?» Ah, t'as compris ce que c'était qu'une familiale dragster, quoi. Exactement, avec un slipper, quoi. Et même avant ça, en fait, bon, je suis, d'origine, hein, catholique par mon père et donc baptisé, et ma marraine, son mari a avait une grosse entreprise de montres dans le Jura suisse. Et il a toujours eu des belles caisses. Aujourd'hui encore, il a commandé la dernière DBS Superleggera là, il m'a dit la dernière fois. Je l'ai vue tout à l'heure dans la rue, elle est incroyable. Vraiment C'est une des incroyable. plus belles voitures, actuelles, hein, je trouve vraiment elle est très, très belle. Ouais. Et lui, il avait, ouais, bah, RS6, Aston, et pareil RS6, entre 2 villages, il m'avait tapé une pointe, mais je me rappelle, j'étais choqué. Et pour te dire, à cette époque-là, une autre personne était venue à la maison, avait une R8, je crois, ou une Gallardo, et en fait, il avait fait des revs et j'avais flippé, j'avais couru, genre ça tellement ça m'avait fait peur. Ça Mais me en fait fait, rire ce souvenir. finalement, c'est tes premiers contacts avec, on va dire, les automobiles d'intérêt, en tout cas les belles autos, quoi. Ah bah, tout ce que je suis en fait, les 3 anecdotes que je viens de te dire là, ouais, c'est les débuts, ouais. T'as Plus, quel âge? le tuning. Donc là, t'es avant 13 ans. Ouais, là, j'ai avant 13 ans, mais je t'ai dit en foyer, ouais. Ok, ok, ok. Et donc, en gros, on va faire un petit accéléré. T'arrêtes les cours assez tôt. On est en troisième, toujours en foyer. Qu'est-ce qui Mmh. se passe après, en fait? Tu t'orientes vers autre chose? Comment ça se passe pour toi? Bah, en fait, moi, j'étais assez bon dans l'informatique en comment? En hardware. C'est hyper triste, hein, mais à un nouvel an, et je sais plus quelle année c'était, ça devait être un truc comme, ouais, 2010-2011. On est à nouvel an et je suis à la maison, bah, je vais pas forcément fêter le nouvel an. J'étais chez mon père et je bricolais le PC. En fait, voilà, je changeais les processeurs, les RAM, je me rappelle, c'était de la DDR1 en 333 MHz, enfin, c'est là, je parle, Ah, là, tu parles c chinois, c là. ah, OK, d'accord. Bon, et en gros, je changeais de la RAM, mais je crois que j'avais, de la un peu plus puissante, j'avais de la 400, de la 400, un truc comme, enfin bref, je bricolais les PC. Mais là, je te parle d'un truc, j'avais 10 ans, quoi, 10-11 ans. Et en fait, quand j'ai eu, à ces 13 ans, en fait, juste l'été, en fait, avant de lancer ma chaîne YouTube, parce que j'ai lancé en septembre, et l'été précédent l'ouverture de ma chaîne YouTube, et bah, je travaillais dans un magasin informatique, l'équivalent d'un LDLC. Et si tu veux, j'étais à l'arrière-boutique, au service après-vente, et je montais les PC, je faisais du SAV, mais à 13 ans. Mais en fait, là, porté à maintenant, je trouve ça bizarre. Je me dis: «Waouh, mais le mec, quand même, à 13 ans, enfin, ouais, ça, à 13 ans, il fait des trucs, what the fuck, quoi». Attends, mais Et même légalement, en Suisse, qui est un pays qui est vachement procédurier, qui fait attention à plein de choses, comment ça a pu être possible? bah, je sais pas. En fait, si tu veux, l'équipe qui travaillait dans le magasin m'appréciait bien parce que je venais souvent au magasin et je rêvais d'avoir un PC gamer. Et mon père n'avait pas les moyens de m'en payer un, et ma mère, c'était quand même compliqué parce que si tu veux, le PC gamer, t'es quand même sur un budget entre, ouais, 700, 1000 balles. Et bon, t'as 13 ans, quoi. Bah, tes parents, ils vont pas investir. Enfin, moi, personnellement, ma situation familiale à cette époque-là ne faisait pas en sorte que mes parents, enfin ma mère, du moins, puisque c'est elle qui travaillait, puisse m'offrir ça, quoi. Et du coup, bah, je lui ai demandé si je pouvais travailler, pour me payer ça durant tout un été. Et en fait, je me rends compte que c'était pas cher payé entre guillemets, mais bref. Sans blague. Et en fait, j'ai travaillé tout un été pour me payer mon premier PC gamer, en fait. Et donc du coup, voilà, hein, j'étais là, je bossais là, et je me rappelle un matin, j'avais la gueule dans le cul, et sans faire exprès, si tu veux, l'atelier était assez haut parce que j'étais quand même assez petit, comme maintenant, lol. Et le PC, en fait, est tombé par terre. Je venais de le sortir du carton, il est tombé par terre et je l'ai regardé comme ça. C'était un lundi en plus, hein.
genre, il y a 2-3 collègues qui sont venus, ils ont regardé ça, ils se sont dit: «Merde, comment on va faire?» Et en fait, un des gars, il a pris le carton du PC, il a commencé à l'éclater par terre en mode, ouais, il est tombé genre, du camion, un truc comme ça, quoi. C'est une anecdote assez marrante que j'ai de là et donc j'ai travaillé tout cet été-là. Je me suis payé mon premier PC, bah, gamer fixe. Un jour, je suis en train de bosser, tout va bien et en fait, quelqu'un me dit: «Ouais, il y a quelqu'un pour toi à l'accueil» et je vais à l'accueil et en fait, c'est mon père. Bah, je dis: «C'est bizarre». Pourquoi c'est bizarre? Parce que mon père était à l'aide sociale et en fait, en Suisse, c'est l'équivalent, du RSA, mais en fait, on te paye ton loyer, on te paye ta bouffe, mais le minimum vital pour survivre et en fait, bah, on t'enlève ta voiture, on t'enlève tout, en fait et tu n c'est compliqué de se déplacer parce qu'en Suisse, le train est méga cher et en plus, c'était pas très bien desservi où j'étais et je me suis dit: «Mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait là?» Et Je bon, te disais, tu deviens finalement un peu un citoyen de seconde zone. ouais, malheureusement, oui, c'est un peu ça et puis jusqu'à ce qu'ils partent en Italie donc bah, ce fameux jour, justement, je dis: «Mais tu venu avec quoi?» Il me pointe, du doigt un camion et il me fait: «Avec ça». Je lui dis: «Mais tu fais quoi là?» Il me dit: «Bah, je pars en Italie, voilà, pour vivre et cetera». Je fais: «OK, d'accord». C'était un peu plus complexe que ça mais j'ai plus du tout de souvenirs de ce moment-là et on discute une dizaine, quinzaine de minutes et puis je le vois partir comme ça et en fait, je Ok. l'ai plus revu après ça durant 1 an et demi, sachant que je le voyais tous les 2 semaines et bah, quand j'avais les vacances, j'allais chez lui, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Et quel est le lien qui se fait entre ce moment où tu bosses dans un magasin d'informatique et le moment où finalement tu décides, Mmh. je vais faire des études d'informatique? Bah, parce que j'aimais bien l'informatique, franchement, je me voyais bien bosser, par exemple, dans ce magasin-là. On a enfin, dans au SAV, enfin, ça me plaisait bien, en vrai, j'aime bien, l'informatique, j'aime pas le code, je déteste ça, mais par contre, j'aime bien le hardware, tout ce qui est, voilà, matériellement, physique, quoi. Un peu comme la mécanique, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien la mécanique aussi. Donc ça, j'aimais bien. Puis, tu sais, trouver les problèmes, sur le PC en enfin, le SAV, quoi, j'aimais bien ça et donc du coup, bah, c'est bah, naturellement que j'ai postulé pour faire des études, en informatique. Parce qu'en Suisse, c'est un peu différent de la enfin, c'est totalement différent de la France, où tu vas sortir de la troisième et faire des études, bah, un bac. En Suisse, tu sors et tu fais plutôt un CFC. En fait, tu as 3 choix. Soit tu fais un CFC, donc c'est l'équivalent d'un bac, soit tu fais un AFP, c'est l'équivalent d'un CAP, mais pas grand monde fait ça. Ou alors tu fais le gymnase, qui est l'équivalent du bac en fait. Donc moi, vu que je suis pas du tout scolaire, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé en école d'informatique du coup. Enfin, c'est une grande école où j'ai appris de l'informatique. Et si tu veux, c'est une formation Ouais. sur 4 ans. Et les horaires, c'est 8 h, 17 h. Enfin, c'est assez lourd hein, comme formation. Et avec une pause de 45 minutes à midi. Enfin, ouais, franchement, c'est assez dur. Et t'apprends tout. En plus de ça, t'apprends donc allemand, anglais, t'apprends 3 ou 4 langages de code en même temps. Enfin, et c'est là que ça Donc commence. le JavaScript, le CSS, tous ces Ouais, trucs-là? exactement, t'apprends ouais, on faisait du alors au début, on faisait HTML, Java, C++. Je crois qu'on faisait déjà au début, hein, la première année, on commence déjà par ces 3 langages. C'est quand même hardcore donc on a commencé, on était une trentaine et je crois qu'ils ont fini, ils devaient être, 7 ou 8 quoi. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le site internet que je suis en train de faire aujourd'hui, je l'ai fait avec quelqu'un de cette classe. Donc là, bah, j'ai arrêté là, parce que ça me plaisait pas forcément. Moi, c'était vraiment la partie hardware et c'était les 8 premiers mois, c'était très intéressant et j'avais des bonnes moyennes. En fait, je suis pas un mauvais élève, c'est juste que je suis un gros flemmard, donc du coup, je déteste, le scolaire, mais voilà, je peux tenir la moyenne, quoi. Voilà, simplement. Et donc Donc concrètement, tu finis par partir de cette école. exactement et en fait, si tu veux, un soir par semaine, j'allais à ce foyer. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du foyer, hein, mais si tu veux, le foyer, c'est toute la semaine. Voilà, tu y es toute la semaine, tu as l'école interne, donc en fait, tu es dans ouais, un micro, univers, si je peux dire, voilà, où tu es bloqué avec toujours les mêmes personnes, toujours, tout le temps, les mêmes profs, les mêmes éducateurs, les mêmes personnes, bah, les mêmes élèves. Enfin voilà, et en fait, le problème, c'est que moi, j'étais dans mon propre village, en fait. Sauf que si tu veux, de la chambre de mon foyer, que bah, là, c'est con, je suis pas à côté de la fenêtre, mais j'aurais pu te filmer limite. Le foyer, on le voit depuis ma chambre ici. Et donc, depuis ma chambre au foyer, on voyait ma chambre ici. Et je passais toute la semaine là-bas. Voilà. Donc, ça, c'était un très beau traumatisme d'enfance, ça, de voir. Du coup, c'est une extrême frustration, j'imagine, encore plus que pour les autres pensionnaires, parce que toi, tu voyais ta chambre, ou tu voyais ta maison depuis la fenêtre du foyer, c'est ça? C'est ça, bah tu vois carrément ta famille vivre sans toi quoi. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Et le pire, c'est que du coup, moi vu que je venais du village, mes potes, bah mes vrais potes entre guillemets, venaient du village aussi. Donc pareil, en fait, j'étais coupé de ma famille, mes potes. Et je rentrais chez moi qu'un week-end sur deux au final. Et pire encore, si tu veux, dans ce foyer, t'avais un système de paliers, de 0 à 4. 0, tu restes toute la journée en chambre.
sauf quand tu vas à l'école. Donc tu manges dans ta chambre et tout, hein. Faut quand même se situer que là, tu as entre 10 et ouais, tu même pas ouais, j'avais même pas 10 ans, quoi. Enfin si, j'avais 10 ans, quoi. Palier 1, tu toute la alors attends, tu toute la jo non, la journée, tu es sur le groupe, mais après le dîner, tu es dans ta chambre H24. Palier 2, tu peux aller dehors. Voilà, tu peux aller dehors la journée, mais après le dîner, tu es obligé de rester sur le groupe. Et palier 3, tu es libre, normal. Et palier 4, tu as juste le petit bonus de pouvoir aller au village. Ouais. Je te donne en mille, j'étais pas souvent au palier 4. Et quand j'y étais, genre, j'avais l'interdiction de rentrer chez moi, genre. Pourquoi ça? Et tu pouvais caler une heure. Pourquoi Hein? ça? Bah parce que c'était injuste envers les autres. Genre que moi, je puisse rentrer chez moi une heure, quoi. Putain, c'est ouf. Ah mais mec, c'est l'enfer. Et donc, je te laisse aussi imaginer que ah oui, tu pouvais passer du palier 4 au 0 d'un coup. Par contre, pour, remonter, c'était jour par jour, quoi. Je te laisse imaginer que j'étais quand même souvent au palier 0, entre 0 et 3 quand même, hein, mais souvent au 0 et jusqu'à 2. Et donc, bah, en fait, ça faisait que j'étais solo dans ma chambre, en fait, à 10 ans. Ouais, je comprends bien. Alors que tu dans un bâtiment où tu que des enfants partout, en fait, et donc, tu entends les gens s'amuser, quoi, et toi, tu es dans ta chambre. Donc, c'est là que ça m'est venu pas la passion, mais l'envie de lire, en fait. L'envie de lire, donc j'aime bien lire, voilà. C'est venu de là, parce que j'avais que ça à faire. Et donc, aussi les Lego, j'ai toujours bien aimé construire, monter, démonter les Lego, hein, je parle pas d'autre chose. Donc, ça, et jouer bah, tu vois, là, quand t'étais gosse et que t'avais un tapis avec des voitures, là. Ouais, je vois très bien. Bah voilà, bah moi je m'amusais beaucoup avec ça. Enfin, j'ai toujours été dans la C'est créativité. c'est Voilà, exactement ce que j'allais dire. Tu vois, pour moi, ça va aussi avec la création de ta chaîne YouTube. C'est que tu avais bien besoin sûr. de, bah, étant donné que tu étais un peu enfermé, de libérer des choses et de t'exprimer en fait. Mm. Et il faut savoir qu'en sixième, alors l'avantage c'est qu'entre la Suisse et la France, la sixième, ça reste, c'est l'endroit où ça se rencontre, tu vois. Euh, je suis parti de ce foyer, enfin j'ai fugué un nombre de fois incalculable et tout. Enfin bref, ça a été le bordel. Je suis revenu à l'école normale, donc dans mon village, nouveau chez moi, etc. Et en fait, j'étais viré au bout d'un mois parce que des raisons de merde. Parce qu'il faut savoir que c'est assez raciste, hein, où je suis quand même. Et genre, je mâchais mon chewing-gum dans le bus. J'ai oublié ma trousse avec mes affaires quelquefois. Je discutais un peu en classe. Enfin, tu sais, des trucs classiques de gosse, quoi. Sauf qu'ici, bah, vu que tout est trop ordonné, bah, un mec comme moi, même encore aujourd'hui en tant qu'adulte, entre guillemets, je suis un outsider Ouais, complet, quoi. ouais, ouais, Avec ma caisse, mes plaques, mon métier, ce que je fais dans la vie, enfin tout, tout. J'ai toujours été, et je vais pas dire différent parce que c'est con de dire différent. Mais oui, voilà. Donc depuis gosse jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Et après, j'ai fait un deuxième foyer, du coup, qui était moins restreint quand même. Mais quand même, voilà, tu restes dans un mood où t'es quand même toujours avec les mêmes personnes, t'es pas libre en fait. Enfin, oui, t'as des horaires de coucher. Moi, je suis insomniaque depuis que je suis gosse, hein, donc depuis que je suis gosse, et c'est pas les écrans. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent oui, mais parce que tu passes ton temps derrière ton écran. Alors non, quand j'avais 10 ans, il y avait pas d'iPhone, tu vois, donc ça n'existait pas. Donc non, c'est pas possible en fait. Et dans mon lit, j'avais pas. Si, j'ai allumé la lampe pour lire en fait, voilà. Donc je te laisse imaginer les heures de coucher, 20 heures. Et à la fin, quand j'avais 15 ans, donc quand t'étais grand, c'était 21h15, je crois. Donc en gros maintenant, hein, faut se coucher maintenant. C'est- L'heure où je viens de manger, il y a 30 minutes, C'est-à-dire qu'en quoi. fait, ta Voilà. vie était complètement régentée par le pensionnat en fait. Ah ouais, t'es régi par voilà des règles de merde. Mhm. Enfin voilà, alors, il faut un cadre. Il faut un cadre à la maison quand t'es un enfant. Mais là, c'était trop quoi. C'était beaucoup trop. Donc bon, bah Pour en revenir un peu oui. à ton parcours, là tout à l'heure on Mhm. parlait tu vois, de l'école informatique. Finalement, tu Oui. l'arrêtes cette école informatique parce que il y a trop de code et toi tu veux plus le hardware, tu veux vraiment mettre les mains dans le cambouis entre guillemets informatique. Oui. Qu'est-ce qui se passe entre cette période-là? Donc t'as quoi? T'as 17 ans? Alors en fait, si tu veux, je sors du foyer à plein temps pour aller dans cette école Ouais. d'informatique. Le foyer, il me garde quand même un soir par semaine. Et quand j'arrête en fait l'école d'informatique, ils me reprennent à temps plein. Et en fait, je suis ressorti de tout ça en travaillant dans une crèche. C'est quand même assez Ok. marrant. Donc, je travaille en crèche, tout se passe bien. J'essaie de travailler dans la crèche de mon village, mais l'ambiance est un peu plus bizarre. Et bon, j'en avais marre d'être au foyer à temps plein parce que vraiment c'était casse-couille. Et j'ai recommencé à faire des fugues et ouais, à tel point que je m'en rappelle vraiment celle qui m'a vraiment le plus étonné. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, dans les fichiers de police suisse, il y a encore cette fiche. Je suis rentré chez moi, donc j'ai fugué. Et le lendemain matin, 6 heures du matin, 6 heures du mat, donc l'heure de perquise, voilà.
Et ben en fait, les flics sont venus me chercher chez moi. Donc faut savoir que moi, je suis dans la région donc de Berne et le foyer était dans la région de Neuchâtel. Et ben les mecs sont venus à 6 heures du mat nous réveiller tous en fait dans la maison et ils m'ont ramené jusqu'à une ville, la première ville en fait, voilà. Ils ont fait un transfert, donc je suis allé avec une autre patrouille. Ils m'ont ramené au foyer, puis bref là, s'en est suivi une histoire que j'ai racontée dans un vlog d'Akram, c'est qu'il y a eu je me suis embrouillé avec l'un des éducateurs, j'ai voulu me rebarrer. En fait, lui m'a poursuivi dans le foyer Mais non. et il m'a fait un plaquage. Si, il m'a fait un plaquage et on a commencé limite à se battre. Ouais, on s'est limite battu ouais, dans les couloirs et puis après ils m'ont gardé à temps plein et tout. Enfin, Donc c'est une période, si je comprends bien, si je résume un peu, ultra sombre. Cette période-là, c'est pas ouais, du tout horrible. le kiff. Ouais, horrible. Comment t'arrives à sortir la tête de l'eau? Parce que je sais qu'à ce moment-là, t'as aussi un rêve, t'en parlais un peu par rapport à la crèche, c'est que t'as envie d'aider les gens, t'as ton rêve d'être Oui, policier. oui aussi. Et c'est à ce moment-là que tu fais cette école de commerce, justement pour sortir de tout ça? Alors non, du coup, au bout d'un moment, j'ai refugué justement après ça. J'ai dit ouais, bah, puis en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ne reviendrai plus ici. En fait, c'est mort. J'ai fini ma scolarité obligatoire. Vous ne me verrez plus ici, en fait. Enfin, vous avez pas. Aujourd'hui, ils ont pas détruit ma vie, hein, le foyer, parce que je suis très content d'avoir fait ça plutôt qu'une école normale, parce que j'étais vraiment dans un bon cadre quand même. J'en parle comme si c'était la mort, mais les 2 3 dernières années, en fait, si tu veux, ça s'est quand même bien passé. Puis surtout dans les dernières années, j'avais déjà créé la chaîne YouTube justement. Et, et cette chaîne YouTube, j'ai créé parce que si tu veux, il y a eu mon père qui est parti en Italie et ma première copine m'avait quitté d'une manière de merde, elle m'avait trompé. Donc du coup, moi, j'avais fait cette chaîne YouTube. Enfin, c'était le bon moment en fait. Et donc du coup, ce qui est très marrant, c'est que l'un des éducateurs de ce foyer, qui s'appelle Henri, il, il a dit un jour, tu verras, il va percer. À une autre éducatrice que j'ai croisée il y a quelques mois là, que j'ai croisée dans la rue. Et bah, quand je lui ai dit le taf que j'ai fait aujourd'hui, elle m'a dit, ouais, elle m'a raconté ça. Elle m'a dit, ouais, Henri croyait en Putain, c'est toi. dingue! Et ouais, c'est dingue. Franchement, c'est un truc de fou. Et ouais, ça c'est un truc de fou, ouais. Et donc du coup, bon, bah, je reviens à temps plein à la maison parce que j'ai dit: «Ouais, fuck le foyer, quoi». Et bon, entre-temps, il y a eu d'autres choses, hein, il y a eu un moment où j'ai échappé de ça à aller dans une vraie prison pour jeunes. Il y a eu un autre moment où j'ai évité de ça, pareil, d'aller dans je sais pas comment appeler ça, mais une sorte de centre, pour les préadultes qui sont paumés, en gros. Mhm. Et je suis passé à ça, en fait. Mais j'ai dit: «Mais putain, mais laissez-moi tranquille, en fait, laissez-moi faire ce que je veux dans la vie, quoi». Et c'est là que je suis rentré à la maison et j'ai fait du stream. J'étais sur Twitch, je continuais mes vidéos YouTube, j'en vivais pas, hein. Et sur Twitch, et très étonnamment, à un moment donné, je suis arrivé à entre 600 et 800 viewers en constant. On est à une époque, on est en 2015, hein. Donc 2015, ce nombre de viewers sur Twitch, c'est énorme. J'aurais pu limite en vivre et j'aurais vraiment pu faire quelque chose de très stylé avec ça. Mais j'avais pas la maturité nécessaire. J'avais à ce moment-là 15 ans. Et c'est là que j'ai rencontré mon ex. C'était sur un de mes streams Twitch. Mhm. Et je streamais du Arma 3 Altis Life RP. Et je te le donne en 1000. En RP, j'étais flic. Et en gros, je passais mes journées à être flic en fait. En RP. Et au bout d'un moment, quand même, tu passes des heures et des heures à jouer le flic. À un moment donné, tu te dis, ouais, franchement, c'est ça que j'aime en fait. C'est ça qui me fait vibrer. En plus, je faisais de l'airsoft toutes les 2 semaines. J'allais à ma partie. Et moi, j'avais des tenues de flic en fait. J'avais une tenue du SWAT de Los Angeles que j'ai mis, mec, à une époque où je gagnais pas un rond. Bah, en fait, c'est ma mère, hein, clairement. J'ai dû mettre plus de 1000 balles dans cette tenue, quoi, que Ah j'ai encore ouais! aujourd'hui d'ailleurs. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah mec, les tenues, c'est de la tenue réelle et ça coûte une blinde, mon gars. C'est incroyable comment ça coûte cher. Une tenue, bah, tu prends une tenue réelle, ma tenue de shérif là actuelle, bah, qui est d'ailleurs à côté de moi là. Bah, la tenue de shérif, mec, le patch là, ici, celui-là, rien que ça, c'est en broderie, ça va coûter 80 balles ou 100 balles, je sais plus, mais Ah ouais, c'est un c'était une délire! blinde. Ah ouais, 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 quand tu fais en fait, c'est du cosplay au final, hein, même si en fait, tout est du cosplay. Parce que moi, les gens, quand ils me voient arriver en shérif: «Ah, il est beau ton déguisement». Alors, c'est pas un déguisement, c'est un uniforme, mais oui, c'est un cosplay d'une unité qui existe réellement, qui est reproduit au pixel près du patch, tu vois? Mhm. Mais oui, c'est du cosplay au final, Mais hein. ce qui te plaisait aussi dans le métier de policier, si j'ai bien compris, c'était vraiment le délire d'être au service des concitoyens, quoi, aussi. Oui, alors c'est vrai que ça, j'en ai pas réellement parlé de qu'est-ce qui me fait kiffer là-dessus. Si tu veux, à l'époque, donc quand j'étais tout petit, à l'époque Most Wanted justement, donc on est en 2006 quand il sort, je crois. Moi, je l'ai eu sur Xbox, première génération. Le jeu était en allemand d'ailleurs, horrible, parce que bah, du coup, ma mère l'a acheté dans une ville suisse allemande et donc le jeu était en allemand, super. Et donc, du coup, bah, dans ce jeu, il n'y avait pas encore les Crown Victoria sous licence.
Et en fait, moi, je voulais absolument conduire sa voiture. On pouvait pas parce que c'était pas sur PC, il y avait pas les modes et je savais pas ce que c'était un mode. Et j'avais un tracteur, tu sais, les tracteurs en plastique et à pédale là. Et bah, si tu veux, on avait foutu un immense carton, mais de déménagement dessus. Mais carré, en fait, on avait mis trois cartons. Un qui faisait la cabine, et un qui faisait le capot, et un qui faisait le coffre. Et en fait, on l'avait peint avec des pinceaux noirs, on avait mis des gobelets en plastique sur le toit peints rouge et blanc et bleu pour créer en fait une Crown Victoria. Mec, c'est incroyable. Et Génial. alors, ma grosse déception aujourd'hui, c'est de n'avoir aucune C'est photo exactement ce que j'allais te demander. de. Ouais, bah j'en ai pas justement. Ça me dégoûte parce que c'est chiant. Tu vois, j'aurais fait le comparatif et c'est génial quoi. Donc ça, c'est un souvenir en tout cas à vie. Et si tu veux, j'ai même un souvenir où on voulait carrément faire le coffre et j'ai un pote, il s'appelait Mauro. Il a pris un cutter et en fait, en voulant découper le coffre, en fait, il s'est coupé, il avait commencé à chialer. Enfin, en fait, il y a plein de souvenirs sur ça. Et évidemment, un jour, il a plu. Et moi, j'allais à l'école avec ça. Non, mais il faut quand même se dire, et ça, c'est avant d'aller au foyer, il faut quand même se dire que le petit Alex, tu vois, il allait à l'école, mec, en tracteur plastique, mais cartonifié en voiture de flic, quoi. C'est C'est incroyable ouf, ça. c'est ouf. Et aujourd'hui, non mais j'ai toujours été bête quand même. J'ai toujours été vraiment décalé et bizarre. Et et donc du coup, ouais, bah à cette époque-là, ouais, j'aimais déjà la police. Et en fait, j'avais croisé la police à cette époque-là. Et ils avaient kiffé dessus. En fait, j'étais sur une montée et mec, mais en plus, en me redisant quand même, je les ai croisés à un endroit improbable, hein. Déjà dans mon village et dans une montée, dans un endroit qui va dans une montagne en fait. Donc je sais pas de où ils descendaient ces flics. Ils m'ont croisé dans la montée et ils sont arrêtés, et ils ont adoré, tu vois. Je pense qu'ils ont peut-être dû prendre en photo. Ça se trouve, ça se trouve, quelqu'un a une photo réellement de ça, hein. Mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a une photo de ça. Et bref, et donc j'avais discuté avec eux. Bah, j'étais gosse, où j'avais même pas 10 ans, donc voilà. Et, et puis un autre jour, pareil, quand j'étais gosse, mais je sais pas si c'était avant ou après ce tracteur, et ben j'ai vu une course-poursuite à pied devant moi, en fait. Faut se dire que je suis quand même dans un village, mec. Alors, c'était pas celui-là où je suis maintenant, mais un peu plus loin. Et il y a 500 habitants. Et mec, j'ai vu une course-poursuite à pied, quoi. Les mecs devant nous, nous, si tu veux, on était sur le terrain de foot qui était grillagé. Et en fait, c'était à l'extérieur. On avait vu le mec escalader un grillage, le flic qui courait après, qui disait arrête-toi, arrête-toi. Et le mec, à un moment donné, s'est arrêté et le gars l'a menotté devant nous, en fait. Et ça, Et d'ailleurs, j'étais avec ce. et ça t'a profondément Ouais. marqué cette scène. Ah, cette scène m'a profondément marqué. Bah, forcément, t'as cette, je sais pas, t'as 7-8 ans, tu vois ça, tu es choqué, quoi. Tu te dis: «Waouh, c'est quoi ça?» Et en fait, ouais, la police ça m'a toujours remarqué parce que même quand j'étais ado, même quand j'étais en école d'informatique, et qu'on sortait le soir au bar et cetera, le fameux bar dont on va reparler plus tard, Exactement. bah, en fait, j'ai toujours croisé les flics de la région et c'est des mecs que tu croises en uniforme et en civil parce que les mecs sont dans la région et les gars, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, je suis rentré de Dubaï là, c'était en juin, enfin en juillet. Ben, je me suis fait contrôler parce que ma caisse. Et puis ben, le mec, l'un des gars qui est de la région, il sort, il discute avec les. Tu sais, il discutait avec les civils, même je me faisais contrôler, en fait, il discutait avec les gens qui arrivaient, qui se garaient parce que j'étais à la gare. Et en fait, le gars est vraiment de la région, il connaît tout le monde, en fait, et tout le monde le connaît. Et moi, j'ai cette image-là du policier avant que je vienne à Paris et que je comprenne qu'il y a une autre image un peu plus dommage, en fait, parce que ben, la France nationalise sa police, on sait pas pourquoi. Mais voilà. Donc moi, j'ai cette image-là T'as plus l'image du policier de proximité qui va aider Ouais, les c'est ça. gens au quotidien, quoi. Ah ben moi c'est clairement ça. Chez nous c'est clairement ça et pourtant voilà, bah, moi j'ai eu des disputes, à la maison ici, à tel point que les voisins appelaient les flics, ils venaient, voilà, ils discutaient, le médiateur quoi. Mmh. Voilà, moi j'ai c'est la police dans ma région du moins, parce qu'à Genève, Lausanne, dans les grandes villes, c'est quand même plus différent la criminalité. Mais en tout cas dans ma région c'est ça, c'est de la police de proximité clairement quoi. Les mecs ils viennent pour les accidents, ils viennent parce que je sais pas, il y a une vache qui s'est enfuie de son enclos, enfin, je te jure que c'est ça chez nous en fait, hein. Ils viennent, il sécurise les fêtes de village, mais il boit un coup avec toi. Enfin, peut-être moins maintenant parce qu'on est dans une génération de merde qui filme tout et donc du coup, regardez la police elle boit avec les gens. Mais oui, parce que putain, connard. En fait, les flics c'est ça. En fait, c'est des gens du peuple, c'est des gens qui sont là pour t'aider en fait. Enfin, et malheureusement aujourd'hui on a il y a des gens qui décrédibilisent cette image. Donc du coup, ah oui, bah chez moi oui, tu peux les voir en train de bouffer en fait. Ça par contre c'est encore d'actualité et même dans les villes à côté de chez moi. Ça m'est arrivé d'aller au resto et de les voir en train de bouffer au resto et la table à côté de toi, c'est des flics en fait, en uniforme, full, hein, ils viennent avec la voiture, ils mangent à côté de toi en fait. Mais normal parce que les mecs ils prennent leur pause et c'est bien parce qu'ils entendent un peu les gens, ils voient la tête des gens, donc si te recroisent sur un truc, enfin, tu vois, ils connaissent quoi. Genre là, je sais pas, moi, dans ma région là, je commence à conduire comme un Mongolien et il y a quelqu'un qui va au poste et qui se plaint parce que c'est possible.
Le mec, il m'appelle, hein. Il m'appelle sur mon portable ou il vient directement chez moi, il me dit: «Ouais, ben, il y a des gens et ils te voient conduire comme un con, quoi». Mmh. Donc ça, c'est bien, tu vois? Moi, je trouve c'est moi, j'ai cette image-là, voilà Et et donc, moi donc c'est un peu tous ces souvenirs d'enfant et même, enfin, je vois encore l'émotion que tu as quand t'en parles, qui font que t'as quoi, t'as 18-19 ans et tu commences une école de commerce pour pouvoir faire des études et être policier, c'est ça? alors là, du coup, on est sur cette époque de stream, comme je Ouais. disais et puis, ben, à un moment donné, je fais: «Bon, je vais pas faire ça toute ma vie, je vais faire flic», ça, c'est sûr et pour faire flic en Suisse, malheureusement, contrairement à la France où tu peux, bah, avoir 18 ans et faire, gardien adjoint volontaire, non, gendarme adjoint volontaire, pardon et adjoint de sécurité dans la police, où tu n'es pas obligé d'avoir un bac ou n'importe quel diplôme, juste être majeur et je crois deux trois critères, mais c'est assez facile et sur un contrat de 5 ans. Et ben, en Suisse, il y a pas ça, en fait, malheureusement. Tu es obligé d'avoir un CFC, donc un bac, donc une formation de minimum 3 ans et le service militaire aussi. Enfin, il y a plein de trucs en Suisse, hein, pour être flic, quoi. Mmh. Donc bah, moi, je me suis dit à un moment donné: «Je sais que je veux faire ça, donc je vais me motiver». Donc faut se dire que ça fait un an que j'ai pas fait de scolaire, rien du tout. Je vais me motiver à m'inscrire moi-même, donc là, j'ai quoi? J'ai 16 ans et demi, 17 ans. Je m'inscris de moi-même dans une école de commerce. Donc, il faut que je refasse des dictées moi-même, revoir mes maths, voilà, tout seul. Donc, je vais à cet examen, je m'inscris, je le passe, mais juste, genre, bah, 4. En fait, chez nous, la notation, c'est de 0 à 6 et la moyenne, c'est 4. Je cherche pas la logique, c'est pas Ok. logique. Et j'ai eu 4 à cet examen d'entrée. Et en fait, l'été précédent la rentrée, et ben c'est là où je suis allé à Paris et j'ai rencontré mon ex. Ok. Et, et ça s'est bien passé, voilà. Bon, donc on s'est mis ensemble. Et j'ai commencé cette école de commerce. Donc il faut savoir que moi j'avais 2 3 ans de retard par rapport à ceux qui sortaient de la troisième, forcément. Est-ce que tu penses que c'est la première étape qui fait que tu finalement lâches un peu, enfin, cette école de commerce, ce projet d'être devenir flic, tu l'as Alors lâché? non, j'ai pas lâché. D'ailleurs, je voulais juste faire un aparté sur le dimanche. En fait, le foyer, quand ton week-end, c'était vendredi 15 h jusqu'à dimanche 17 h parce qu'après tu devais rentrer. Oui, tu devais rentrer le dimanche soir. Donc le dimanche soir a été un traumatisme de enfin, qui a duré très longtemps. Aujourd'hui, c'est fini, heureusement. Mais ça m'a poursuivi encore il y a 2 ans. Je pouvais pas rentrer de quelque part un dimanche, quoi. Parce que si j'étais, Hmm. ça me mettait extrêmement mal. Donc, bah, j'ai cette école de commerce, je l'ai rapidement arrêtée parce que je me sentais pas bien là-dedans. Et quand j'avais les vacances, en fait, j'allais à Paris. Et en fait, mon ex n'avait pas les vacances synchronisées avec les miennes. Donc, ce que je faisais, Ok. c'est que j'allais bosser pour son père. Et son père a bien apprécié ma rigueur de travailler, ma façon de parler au téléphone. Et il m'a dit: «Ouais, bah, si tu veux, voilà, quand tu veux, t'as une place pour toi ici». Et lui, il était Il avait quoi? Il avait une boîte? Comment ouais, ça se un passait? centre de formation, en Ouais. fait, une école de thérapie alternative, hypnose, et magnétisme, PNL et cetera, toutes ces Ok. choses-là, en fait. Et donc du coup, ben, Ok. j'ai passé mon permis, la Twingo et ensuite il y a eu, des affaires familiales ici et un soir, bah, affaires familiales, lourdes, hein, enfin, sans s'embrouiller, lourd Hmm. ici, quoi. Et en fait, il y a eu un moment donné où j'ai eu un choix, en fait. J'ai fait soit, comme mon père, l'aide sociale, donc on me paye tout, mais on m'enlève ma voiture. En fait, je finis mes études en Suisse et on verra ce qui se passe après ou alors, je vais à Paris et je tente ma chance, quoi. Bon, je te le donne en mille. J'ai foutu toutes mes affaires dans la voiture, un soir, Donc dans ta dans Twingo. de la Twingo. Ton petit Ouais, monospace. le lendemain matin, pareil et j'avais 2 répliques d'Airsoft, mes bébés, que j'ai vendus à un pote 300 balles et je suis parti à Paris avec 300 balles. Donc en fait, t'as vraiment. Tu sais, j'ai presque cette image, tu sais, de la personne qui va aux États-Unis et qui se dit je vais vivre l'American C'est Dream, sauf que exactement toi, en ça. fait, toi, tu pars à Paris, Ouais, quoi. c'est exactement c'est la même chose, sauf que je vais à Paris, avec ma voiture, avec mes affaires dans la voiture et d'ailleurs, j'ai même pas pu mettre toutes mes affaires dans la chambre de mon ex et d'ailleurs, je me suis fait vite cambrioler au bout de 2 semaines, où j'étais arrivé. Je m'étais déjà fait, taper des trucs dans la bagnole, quoi. Donc tu t'es dit le sort s'acharne. Ah, pas de chance quand même. Mais donc j'ai commencé à bosser pour son père et puis écoute, ça a été des très belles années, hein. Franchement, incroyable, des expériences de fou, c'était c'est des trucs que je peux même pas raconter ici parce que c'est des choses un peu bizarres, un peu bizarres, mais c'était des expériences incroyables. J'ai des Disons que c'est les joies de l'entrepreneuriat, quoi. Alors non, ah non, 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 le travail se passait bien, mais c'était surtout ce qui se passait après le travail, si tu veux. Les apéros, les trucs. Découvrir le vrai Paris, voilà, le dessous de Paris. Hmm. Je peux te dire que j'ai bien découvert le dessous de Paris, des endroits, des trucs que j'aurais jamais imaginé, tu vois?
et que j'ai jamais fait même avec Akram, tu vois. C'est des choses que j'ai vécu avec le père de mon ex et incroyable, incroyable d'avoir été avec une personne qui était où il avait une cinquantaine d'années, mais quelqu'un un bon vivant, tu vois. À l'époque Gérard Depardieu, tu vois. Gérard Depardieu, Ouais, mais voilà, ouais, je vois le bien. même genre, Je voilà, vois le bien. même genre de personne. Je vois Donc bien. ça picole, ça bouffe, ça ça vit des trucs, voilà, dans Paris le soir jusqu'à très tard, des choses, voilà. J'ai bien découvert la ville et puis la boîte engrangeait beaucoup d'argent, surtout beaucoup trop de bénéfices par rapport au chiffre d'affaires. Heu, donc c'était quand même positif, hein, c'est la formation, voilà. Et donc du coup, ben, plutôt que d'être taxé en impôts, eh ben, écoute, il a décidé de prendre une voiture. Et cette voiture, je te donne en 1000, c'était la Tesla. Parce qu'en fait, nous, on louait des voitures chaque mois chez Europcar et ça revenait à 1000 balles, 1000 à 1500 balles par mois en fait. Sauf que la Mhm. voiture n'était pas du tout à nous, quoi. Donc là, on a décidé de prendre un leasing, enfin une LOA sur la Tesla. Donc location avec option d'achat, mais en fait c'était plus intéressant fiscalement, Exactement, c'est c'était ça? pour juste pour la fiscalité. Et puis bah du coup, je dis Mhm. on, mais c'est surtout lui, hein, qui s'appelle Eric. Et donc du coup, ben voilà, bah, moi je me suis bien éclaté avec cette voiture aussi. Il avait une énorme confiance en moi, donc il me la laissait. Je m'en occupais bien, tu sais, je la chargeais, je la lavais. Enfin, voilà, lui, à chaque fois qu'il l'avait, il était content parce qu'elle était toujours clean, la voiture. Quand je me baladais, en fait, lui, il roulait la voiture la journée et moi, j'utilisais le soir. Et puis, bah, quand je la remettais dans le parking, parce que j'habitais aussi avec eux, à un moment donné, j'ai habité seul et après, je suis revenu avec eux. Il savait que le lendemain matin, quand il reprenait la caisse, elle était clean, quoi. Donc là, et puis bah, est rapidement arrivé cette époque de YouTube, au final. Enfin, in aparté, hein, c'est que YouTube, je n'ai jamais arrêté dans ces périodes-là, en fait, hein. En fait, quand tu dis YouTube, si je comprends bien ce que tu dis, c'est du YouTube automobile Oui, qui arrive en fait. exactement. C'est ça. Mais en fait, là concrètement, tu me dis si je me trompe, mais donc ça avance bien avec la boîte Oui. d'Eric, tu progresses, tu apprends plein de choses, tu roules en Tesla, Ouais. c'est top, tu découvres tout ça. Et est-ce que c'est à ce moment-là où tu rencontres Akram parce que vous êtes tous les deux Mhm. insomniaques, tu le disais tout à l'heure? Est-ce que c'est comme ça que le lien Bah, se en fait, fait? si tu veux, oui, le lien, bon, on va aller plus rapide parce que sinon on a pour vraiment des heures, hein. Mais en fait, oui, donc moi je regardais World Supercar depuis un petit moment. Donc Et Thomas, ouais, que je salue d'ailleurs qui est passé sur ce podcast. exactement, qui est très sympa, on a déjà fait quelques trucs, quelques vidéos, quelques projets ensemble. Et encore avant, je crois, il y avait bah, justement, merde, c'était quoi le nom de la chaîne? En fait, Erwan donc The Glowed Driver, faisait partie d'une chaîne encore avant. Ouais, c'est Ah oui, Race Race West. West, voilà. Que je salue aussi, j'avais fait une vidéo avec eux au musée, dans un musée, je me rappelle plus le nom. J'ai tellement de trucs, je suis désolé, les amis, hein, c'est terrible. Le musée de l'automobile peut-être? Oui, c'est ça. À Ah l'OEAC. ouais, exactement. J'avais filmé avec eux justement ce musée-là et c'était vraiment cool. Enfin, l'équipe de Race West très sympa. Et donc je connaissais Erwan parce que j'avais vu ses vidéos avec Race West et j'avais vu World Supercar. Je kiffais voir ses car spotting parce que alors faut savoir que moi sur YouTube, je suis très bizarre, hein, aussi encore une fois. J'adore regarder le police spotting. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait des mecs. Ah, je sais pas ce que Bah, en fait, c'est. c'est des mecs qui filment des voitures de flics passer, tout simplement. Et je passe, mais Ok. j'adore regarder ça. Et avant ça, je regardais le plane spotting, donc je regardais des avions atterrir et décoller, et je regardais le train spotting aussi, donc juste des trains passés en fait, hein. J'adore regarder ça, le spotting, en fait, j'aime bien. Alors ouais, c'est très bizarre. Mais même aujourd'hui, ce que je regarde, c'est plutôt des voitures de police passées dans les différentes villes du monde. Je sais pas, j'adore regarder ça. Je sais pas, j'adore regarder ça. Et Police Activity, mais bon, ça c'est un peu violent. Mais et donc du coup, est venu donc voir Supercar avait filmé une fois GMK, j'ai appelé Georges GMK, et, et du coup j'ai découvert sa chaîne. Donc moi je recommence à regarder GMK, et GMK un jour filme Akram avec la vidéo du 6x6. Et puis bah, du coup j'ai découvert bah, Akram là en fait. Et donc du coup ben j'ai regardé un peu ce qu'il filmait avec les abonnés. Et d'ailleurs t'as sorti une vidéo bah là il y a quelques jours avec Thomas HDR, et l'une des vidéos qui m'avait marqué, et je connaissais pas encore bah, Akram à ce moment-là, je l'avais pas encore vu du moins, c'est la vidéo où je sais pas où en fait Tom arrive et je sais pas, il y a un fou rire génial qui se crée, et j'avais eu un fou rire, j'ai repassé 10 fois cette scène tellement ça m'avait fait rire. Donc Akram justement je l'ai connu sur la vidéo de Georges, donc GMK avec le 6x6, et puis bah, c'est là que j'ai vu son concept de filmer les abonnés, etc. Et donc, bah, vu que j'avais la Tesla et que c'était en plus les premières phases 2, les fins 2016, donc ouais, les premières phases 2, et que c'était l'époque où Tesla était pas encore hype, pas très Hmm. connu, à tel point qu'en fait, quand je croisais nos Tesla, on se faisait coucou, hein, pour te dire. Aujourd'hui, bon, ben, tu fais coucou à un mec à une autre Tesla, je pense que le mec t'insulte, il dit, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Ou si tu devais dire bonjour à Tesla, à tous les mecs qui ont des Tesla maintenant, tu passerais ta vie en fait la main dehors. Ouais, 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 je te jure. Donc, bah, je suis allé présenter justement la Tesla chez lui, donc la vidéo que tout le monde connaît. Et puis moi, j'avais pas de pote en fait sur Paris. Finalement, j'avais mon ex, son père,
quelques collègues de travail, mais c'était que des darons, quoi. Donc, réellement, personne, quoi. Et donc, du coup, moi, je venais à ces tournages pour rencontrer les personnes qui filmaient. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est liés gentiment d'amitié, parce qu'au final, il me voyait quand même souvent, parce que j'étais souvent en bas de chez lui. Et puis, bon, au fur et à mesure, on discutait, et puis, voilà, on est devenus potes à force, quoi. Et alors, comment ça s'est passé un peu le moment où tu as commencé à vraiment travailler avec lui, quoi? Alors, ça a été. C'est venu naturellement, en fait. Je pourrais même pas te l'expliquer, c'est vraiment venu naturellement. En fait, un soir, on fait un vlog dans la Twingo, parce que c'était sa première voiture, donc c'était assez marrant de filmer ça, tu vois. Moi, j'avais l'image, voilà, de Badakram, le milliardaire en Twingo, je trouvais ça marrant, et je lui avais dit, ouais, viens, on fait un vlog. Je crois que je sais plus comment c'était venu. Et puis après, au fur et à mesure, un jour, il m'a proposé. Mais c'est venu naturellement. Il me regarde comme ça. Un jour, on est sur un lieu de tournage. Il me fait. En fait, au début, je prenais les rendez-vous. Voilà, c'était ça le truc. Au début, je prenais les rendez-vous. Et c'est au fur et à mesure qu'après, un jour, sur un tournage, il me regarde. Il fait, tiens, euh, filme-moi. Prends la GoPro et filme-moi. On verra bien ce que ça donne. Et puis en fait, ça a donné un truc vraiment propre qu'il a kiffé. Et puis c'est venu comme ça. Puis après, je suis passé du caméraman, entre guillemets. Les gens, il y a beaucoup de gens qui, même encore aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, oui, t'étais le caméraman d'Akram. Alors oui, ça n'a pas duré longtemps. Après, est venu, ça a duré quelques semaines, quoi. Et après, on avait fait beaucoup de vidéos en quelques semaines. Et après est venu l'époque des vlogs, justement, où là, mec, c'était un truc de fou, quoi. Bah, vos vlogs nocturnes, parce que vous étiez tous les deux insomniaques, donc en fait, vous vous retrouviez souvent la nuit, quoi. C'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, on a passé réellement 2 ans et demi, limite H24 ensemble, quoi. Vraiment H24, c'est-à-dire que je me réveille, on passe la journée, voilà, à faire des tournages, aller à gauche, à droite. Le soir, je rentre, on joue. Et encore, enfin, limite, quand je rentre, c'est pour dormir, et puis je vais chez lui, puis je retourne chez lui le lendemain. Et même des fois, je dormais chez lui, quoi. C'était vraiment une sacrée époque, hein, franchement. Et puis tu commences C'était aussi à marrant. bosser sur AKR, c'est ça? Parce que en parallèle de la vidéo, tu bosses sur la création de sa marque. Alors oui, beaucoup de personnes, en fait, quand on était sur les tournages ou sur les réseaux, en fait, nous parlaient d'avoir des t-shirts ou des stickers, beaucoup de stickers, hein. Et bon, l'idée émerge gentiment. Et moi, j'étais en coloc avec Tristan, justement, qui est un très très bon dessinateur, voire l'un des meilleurs que je connais au monde, enfin, de manière personnelle, et qui a un énorme talent, je trouve. Et en fait, l'idée est venue qu'on crée une marque tous ensemble, donc avec Tristan qui est le dessinateur, Akram qui est donc l'égérie, et moi qui m'occupe de toute la partie arrière. Alors moi, j'avais un peu d'expérience en business, parce que j'étais quand même plus de 2 ans et demi avec Eric, où clairement j'étais tout le temps avec lui. Il montrait comment gérer une société, donc j'ai vu tous les arrières, les backstage, en fait, de Ouais, gérer une ouais. société, quoi. Et puis c'était une expérience minime, certes, mais c'était déjà pas mal, quoi. Et du coup, on a lancé AKR début 2019, et ça a été un très beau succès. Franchement, ça a été un très beau lancement. Et puis bon, alors malheureusement, j'étais submergé de travail, et rapidement, on a des membres, des gens très proches, hein, de la famille, hein, voilà, d'Akram, qui ont rejoint la société. Donc du coup, qui ont aidé, énormément aidé à développer la marque, quoi. Et est venu aussi Guillaume, donc le fameux avocat dont on parle souvent, donc qui a aussi intégré l'équipe. Donc au final, on était à la base 3, et en fait, ça s'est transformé à une équipe de 3, 4, 5, 6 personnes. Donc Ouais, beaucoup et de puis après, à personnes. ce moment-là, toi, en fait, tu commences à tracer ta route à toi aussi. Puisque finalement, il y a tout ce Oui, staff, et donc quoi. ouais, et puis donc en fait, AKR, donc janvier jusqu'à mai, donc AKR. Et mai, en fait, c'est là où j'ai réellement repris ma chaîne et en main. Et c'est là que, en fait, c'est la vraie naissance de ma chaîne automobile a débuté en mai 2019, et c'est quand j'ai commencé le partenariat avec Vraiment Auto, où là, voilà, il y a eu une régularité, c'est-à-dire vidéo lundi, mercredi et vendredi. Je crois que c'était ça mon rythme à l'époque. Et voilà. Et depuis ce jour, donc ce rythme n'a fait que être soit lundi, mercredi, vendredi, et aujourd'hui une vidéo tous Ce les qui est 2 jours. monstrueux en termes de Voilà. taf, hein, pour être créateur de contenu, Ah, clairement. c'est vraiment vénère. Donc, juste bravo. Ah ouais, clairement. Et juste, je voulais Merci revenir beaucoup. sur une anecdote dont on a parlé, enfin, on a fait une petite allusion tout à l'heure par rapport au bar, tu sais. Oui, Est-ce que c'est à ce moment-là que oui. tu rachètes la Silver Shadow 2 Ouais, Silver Shadow 2. Et c'est en d'Akram? février. Ouais, Silver Shadow 2, donc c'est en février. Donc c'est en février 2019. Donc juste 1 ou 2 mois après le lancement d'AKR. Et puis bon, en fait, j'avais plus ma Twingo. Enfin, j'avais des problèmes avec la Twingo. Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait.
Et en fait, j'avais besoin d'une voiture. Et puis, bah, en fait, c'est naturellement que Akram m'a prêté sa Silver Shadow 2 blanche parce que lui, il avait la Bordeaux conduite à gauche, plaque française, enfin voilà. Bon, il y avait la Continental GT Super Sport, enfin, il y avait plein de caisses comme d'hab. Et puis celle-là, bon, c'était un peu la mal aimée, ils s'en foutaient, quoi. Et donc, du coup, il m'avait filé celle-là pour que j'aille chercher chez les fournisseurs des cartons. Enfin, moi, j'utilisais cette voiture, clairement, c'est salaud, hein, mais pour aller chercher les cartons de vêtements En pour fait, t'es en Akane, train de quoi. me dire que ta Et pour Rolls me Silver Shadow 2, c'était ton utilitaire, quoi. ouais, c'est ça. Au début, c'était un peu ça, en fait, hein. En fait, Akram voulait la faire rouler, cette voiture. Moi, ça me dérangeait pas. J'aimais beaucoup rouler cette voiture. J'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre à conduire ces voitures-là. Parce que à cette époque-là, j'étais encore dans le mood. Ouais, j'ai envie d'une S3 qui fait des pop and bang, tu vois. Alors, je vais pas dire que c'est mauvais état d'esprit, mais Ouais, je vois très bien. dans l'automobile, quand tu commences à avoir une certaine maturité automobile, toutes ces choses-là, tu les balayes de la main, quoi. Tu te dis, c'est pas. Il y a rien de fun, il y a rien de cool. Enfin, c'est des bonnes voitures daily, hein, attention, mais ça m'amuse pas. En fait, moi, ça m'amuse. C'est là où ça commençait à plus m'amuser, ces voitures-là, et j'ai commencé à réfléchir un peu autrement. Parce que je conduisais cette Rolls, en fait, et j'ai fait, mais elle est trop bien, cette caisse, en fait. Je kiffe la conduire, quoi. Et Akram, bah écoute, me l'a vendue, du coup, pour une somme symbolique, on va dire. Et puis bah, du coup, voilà, bah, avec cette voiture, à un moment donné, je devais aller en Suisse. Et mon pote qui m'avait prêté la C63, parce que oui, la C63, ça a été un prêt d'une semaine, bien que les gens ont pensé que je l'ai eu, je l'avais acheté, je l'avais gardé des mois et tout. Non, non, je l'avais eu qu'une semaine. Et ben, il y a eu un petit souci avec ses plaques parce qu'il était en WW. Il était périmé, donc en gros, il pouvait pas me la prêter pour aller en Suisse parce que si je passais la frontière, j'étais mort. Et en fait, j'étais sur un mur parce que j'avais pas de caisse et je devais aller en Suisse. Et donc, en fait, Akram me regarde et il me fait, ouais, bah vas-y, hein, essaye d'y aller avec la Rolls, hein. Et puis mec, j'ai ce souvenir de ce soir-là, il est 22 h. Je vois Akram on va à la Défense chercher des bidons d'huile et tout. On revient, j'étais en plus avec UJ Motors et donc Julien et Akram. On fait les niveaux, enfin Akram fait les niveaux parce qu'il connaît cette voiture par cœur. Il me donne quelques conseils. Donc je prends la voiture, je vais jusqu'à chez moi, j'habite dans le Marais, donc en coloc avec Tristan. Je rentre dans le salon où Tristan est en train de bosser et je vais avec les en Suisse, je vais avec les en Suisse. Et il me regarde, il fait, mais non, arrête. Il hallucine et je fais, bah, si, si, si. Et donc je prends la caisse. Alors faut savoir que à ce moment-là, j'avais, je sais pas moi, 800, même 800 balles sur mon compte. Même pas 800 balles sur mon compte. Je m'arrête à la station essence la moins chère d'Île-de-France, qui est d'ailleurs à Montrouge. Et je fais le plein. 150 balles. Je fais, waouh. Bah, en fait, 110 litres. Et en La fait, si tu veux, vache. c'est pas que j'avais mis le max d'essence. J'avais mis le max accepté par argent, si tu veux. C'est pas la somme, la somme en litres, c'est la somme en argent qui avait atteint le plafond, quoi. En fait, tu peux payer que 150 balles à la pompe, quoi. Et j'avais mis le max, en fait. 150 francs. 150 euros, pardon. Bon, bah, je fais le trajet, j'arrive en Suisse, tout se passe bien. Je remets un peu d'huile sur le trajet. Et mec, j'ai passé une semaine en Suisse à faire des vidéos à gauche et à droite. C'était trop cool. Et le 2e soir, ou 3e, je vais à un bar, où j'avais l'habitude d'aller, quand j'étais en études d'informatique. Et en plus, j'étais avec un pote, qui était avec moi dans cette école. Et je rentre dans le bar, on discute, voilà, il y a quelques têtes que je reconnais, mais les mecs, me reconnaissent, mais de quand je dis me reconnaissent, hein, c'est de la région, hein, pas de YouTube ou quoi que ce soit. Mais ils calculent sans plus, tu vois? Bon. Et on est à l'extérieur, donc parce que, bah, l'un d'eux fumait, je suis avec tout le groupe, on est à l'extérieur, on discute. Et à un moment donné, parce que j'avais garé la voiture pas loin, et quelqu'un qui fait: «Waouh! Thomas, la voiture, elle est trop stylée et tout!» Et du coup, en fait, il y a un effet de groupe où tous les gens qui étaient dehors, et on était limite la moitié du bar dehors, donc je sais pas, on était une vingtaine, 30, ouais, une vingtaine. Tout le monde se retourne vers la caisse et ils sont là: «Waouh, c'est quoi cette caisse de ouf?» Et en fait, avec mon pote, on rigole et tu quelques personnes à côté de nous qui nous captent et qui font: «Mais non, mais c'est pas à toi!» Et je fais: «Ah bah si, si». Et là, mon gars, c'est bizarre. Je me suis fait offrir un verre du patron au bar, les gens ont commencé à être curieux, à discuter avec moi, enfin, Les je regards ont changé, quoi. ouais, les regards ont changé. C'est là que je pense à ces moments-là que j'ai commencé à capter un peu comment étaient les gens, mais même aussi avec Akram, au final, les gens étaient différents avec moi, réagissaient d'une manière différente parce qu'ils savaient que j'étais avec lui. À Paris, pas en Suisse. En Suisse, les gens savaient pas trop. Et puis, bah, je suis rentré à Paris et puis on a continué, voilà, à taffer ensemble. Moi, je l'ai vendu la Rolls. On l'a vendu à François d'ailleurs.
Et puis ensuite, bah, j'avais, toutes les semaines les voitures devant mon auto, donc je m'en foutais. Et puis est venu le moment de la Krone, hein, au final, hein. Bah, c'est ça, parce que la Krone, pour la petite histoire, tu l'as eu par Vent Mon Oui, Auto. en fait, si tu veux, à un moment donné, Isma, donc c'est lui qui m'a proposé. Il m'a dit: «Ouais, bah, écoute», parce que je galérais avec la Twingo, voilà, c'était relou. Il me fait: «Ouais, bah, écoute, je te propose de te prendre une voiture, voilà, pour que tu puisses te déplacer, tranquillement, quoi». Et puis, on savait pas trop sur quoi partir, tu vois? Il m'avait acheté une Cadillac en plus, il m'avait acheté une voiture américaine Cadillac, mais c'était pas du tout mon délire. Et et en fait, à un moment donné, je me pose et je me dis: «Mais quelle voiture serait trop stylée, en fait? Quelle voiture je kifferais avoir?» Et là, mec, et ça faisait un moment que j'en voulais une, hein, même depuis l'époque Altis Life. D'ailleurs, petit aparté, c'est que l'époque Altis Life, tu m'aurais foutu une Crone devant les yeux, mec, j'aurais chialé, je pense, j'aurais fait un arrêt cardiaque, en fait. Juste voir une Crone passer dans la rue, en fait. Bah oui, mais ça Ce m'étonne qui est pas. En même temps, t'en impossible, hein. croises jamais. T'en croises jamais, donc Ouais, forcément. c'est impossible ensuite, tu vois? Et ce qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il y en a une garée en bas de la maison. Et en fait, je me dis: «Vas-y, cette caisse, vas-y, on va essayer». Mais je ne savais pas parce que tu sais, il y a des voitures, tu les achètes, mais tu es déçu après. Il y a plein de voitures, des supercars, des caisses, je sais pas moi, un mec, un daron aujourd'hui qui a 50 ans et qui, je sais pas, a toujours rêvé d'avoir une Countach ou une Diablo, tu vois? Une Lambo, voilà. Et ben aujourd'hui, il va l'acheter. Certes, c'est une belle voiture, mais c'est de la merde à conduire, tu vois? C'est inentretenable, c'est de la merde à conduire, enfin bref, t'achètes un truc qui est nul, quoi, en fait, voilà, au final. Tu te payes juste une image, un mythe d'enfance. Exactement. Moi, je m'achète un moi, je m'achète un mythe et un rêve de gosse, mais ne sachant pas si réellement, ah si, j'avais déjà essayé la voiture, hein, au final, j'avais déjà essayé, mais sans plus, j'avais essayé sur 10 minutes, tu vois? Et j'arrive devant cette caisse, donc 2 000 personnes, sur Insta en live, enfin tout le monde était comme des oufs, je ramène la caisse, enfin bref, c'est un moment génial. En plus, le jour où j'ai acheté la voiture, c'est le jour où j'ai déménagé encore, enfin j'ai déménagé au moins tous les 6 mois quand j'étais, en Île-de-France. Ouais. Et là, c'était mon appartement final de Paris qui était pas mal, j'étais à Vanves, à 2 pas du périph, et j'avais un parking souterrain, enfin j'étais trop, trop bien. Seul inconvénient, c'était pas dans une cité, mais j'étais dans un HLM, quoi. Et si tu veux, bon, j'avais un vis-à-vis de malade, tu tes voisins, c'était la luminosité est pourrie, enfin, mais je payais pas très cher et puis c'était très bien. Et puis, bah, mec, voilà, j'étais ça a été un moment incroyable. La Crone a ouvert des portes que je n'avais pas encore, entr'ouvertes, et là, ça a été, une très belle époque aussi, avec de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes, au-delà d'Akram, et des moments de folie, quoi. Que ça soit avec lui, que ça soit avec des autres potes, ouais. C'était vraiment très, très bien jusqu'à ce qu'il y ait, bah, déjà mon ex et le covid. Alors là, c'était un cocktail mortel. Et en fait, c'est ça qui te fait faire la transition et finalement de quitter Paris, quoi. Ouais, en fait, ce confinement, je le passe au Havre, donc où habitait mon ex avec sa famille, et tu passes 2 mois, ouais, 2 mois et demi au vert, tranquille, enfin, et je fais: «Ouais, Paris, c'est plus pour moi, quoi». Des projets aussi se montent en place avec d'autres personnes. Je me dis: «Bon, vas-y, on va tenter des choses», tu vois? Et puis, bon, je pars pour Angers. Voilà, je tente l'expérience et d'ouvrir encore une autre, structure avec une autre personne encore, voilà, une connaissance. Et de base, ça allait être vraiment un truc de fou, hein. Angers, j'avais plein de projets de ouf, cette boîte, qui, existe encore aujourd'hui, qui marche, hein, voilà. C'est quoi comme business pour que tu expliques un petit peu Oh, pour c'était les des vitres auditeurs? teintées, Ok. simplement des vitres teintées, voilà. Et parce que c'était en fait, à la base, c'était pour financer, si tu veux, des choses plus grosses, de Mhm. l'achat-revente, en fait, de voitures. Mais il fallait bien commencer quelque part, et on a commencé par faire des vitres teintées qui voulaient financer. C'était la base pour financer un autre projet, plus tard, quoi. Et donc du coup, bah, je suis à Angers, il y a cette boîte qui se monte. Moi, j'ai un projet de tiny house parce que ça fait depuis fin ouais, depuis fin 2020, fin 2019, non, fin 2019. Je suis sur la télé comme ça, et je tombe là-dessus. Je vois les tiny houses, je fais: «Oh énorme!» C'est exactement le type d'habitation que j'aime. Faut savoir que je n'aime pas les grandes maisons, en fait. J'aime pas le vide, j'aime pas le vide, en fait. J'aime quelque chose qui est compact, bien pensé, où tu as des petits rangements. Et en fait, j'allie 2 choses. Faut savoir que moi, j'ai une personnalité qui est, hem, les minimalistes, voilà. Alors, on dirait pas comme ça, mais je suis une personne minimaliste. C'est-à-dire que je vais avoir le moins de possessions possible. Parce que ça sert à rien. Mhm. Voilà, ça sert à rien d'avoir 1 million d'affaires. Là, je prends ma webcam, je fais un tour de la chambre, où réellement, plus de la moitié, enfin 80% des affaires, c'est mes parents.
ne servent à rien. Des trucs qui ne serviront plus jamais, mais ils sont là, tu vois? Il y a des choses qui sont là, qui ont été achetées pour rien, moi je suis pas dans cet état d'esprit-là. C'est pour ça que j'aime bien réparer mes choses. Là, par exemple, j'ai mon écran qui est mort, bah, on va essayer de réparer. Je suis pas du tout société de consommation, contrairement à ce qui c'est bizarre parce que pourtant youtubeur, enfin, tu es quand même dans un métier où tu es très, dans cette mode de société de consommation, de consommer, consommer. Moi, je suis tout l'inverse de ça étonnamment et pourtant je fais ce travail. Et il suffit l'exemple, tu sais, de ta Krone qui a cramé récemment. Exactement, c'est ça. Moi, j'ai jamais été, dans l'abandon d'objets parce que je pense que j'ai quelques soucis avec l'abandon, on va dire, plus jeune. Mhm. Forcément, bah, Ouais, l'histoire de ouais, foyer, de parents qui partent, ceci, cela. Donc, bah, en fait, quand tu es dans cet état enfin, quand tu dans dans cet état d'esprit-là, tu deviens matérialiste. Mais pas matérialiste, je me la pète, matérialiste dans le sens où tes objets comptent beaucoup, en fait. Et ma voiture actuelle, donc la Krone, compte énormément. Ça, c'est quelque chose, quand je pars en voyage, quand je suis à Dubaï, quand j'étais parti en Norvège, quand je pars loin de ma voiture, je suis pas bien, je me sens pas bien, en fait. Elle me manque, en fait, réellement. Le son me manque, le fait je me sens chez moi, en fait. C'est genre ma deuxième maison, en fait. C'est ma deuxième maison, je passe ma vie sur la route. Donc, ouais, mon PC aussi, ça me fait chier. J'aime bien, c'est mon petit monde. D'ailleurs, là, actuellement, tu es sur notre TeamSpeak, en fait, du groupe, avec mes meilleurs potes. J'ai ce petit univers informatique où je me sens très bien, en fait, où, en fait, qui a su traverser les époques. Du moment où c'est ta j'étais. zone de confort finalement. C'est ta C'est. zone de Ouais, confort. ma zone de confort, et tu es en plein dedans, en fait. Là, sur ce TeamSpeak, tu es dans ma zone de confort. C'est-à-dire que tu es à l'endroit où j'étais au foyer avant même l'école informatique, avant tout ça, ça existait déjà, en fait. Et c'est un truc qui a traversé le temps. C'est les jeux vidéo et mon meilleur pote Mika, que je tiens à saluer ici, avec Max, Ah, on avec tout le salue, groupe, on salue. Mike, enfin bref, tout ce groupe ici, c'est un truc qui a traversé le temps. C'est-à-dire que d'avant à aujourd'hui, les jeux n'ont pas changé, le TeamSpeak n'a pas changé. Enfin, ça, c'est ma zone de confort. T'as failli arrêter ta chaîne YouTube, il y a peu de gens qui le savent, mais t'as failli l'arrêter à la sortie du confinement parce qu'en fait, c'était Bah, en trop fait, les compliqué, c'est chiffres, ça? si tu veux, étaient extrêmement descendus. Il y a eu plein de petites histoires. Il y a eu la fameuse entre guillemets embrouille avec Akram. Il y a eu plein de petites choses. Le fait que je parte, le fait que j'ai plus de vidéos de stock, qu'il y ait des gens qui m'aient lâché, hein. Alors c'est là que c'est assez marrant parce que il y a des gens qui étaient vraiment là par intérêt. Et ça, je l'ai remarqué avec cette histoire qu'il y a eu avec Akram. Ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré 2-3 mois, hein, l'histoire, hein. Voilà, c'était pas en fait pendant tout le confinement, quoi. Et, et ouais, il y a eu pas mal de doutes en fait. Et je me suis dit, putain, est-ce que réellement je veux continuer à faire ça, quoi. Et putain, Hmm. miracle, mais genre vraiment miracle, en quelques semaines, une proposition de filmer en Belgique, bah, chez Ford, une proposition avec EasyFloor, et puis mec, après ça, ça a jamais arrêté. Puis après, les chiffres ont quasiment jamais été les meilleurs qu'après le confinement, en fait. Donc c'était vraiment impressionnant. Ah, oui, oui, Cars Up aussi. Enfin, Car Samuel, d'ailleurs, que je salue parce que je l'ai eu au téléphone, je sais que c'est ah un oui, auditeur d'accord, du ok, podcast. bah, que je salue parce que c'est vraiment quelqu'un d'extra. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Je l'ai on s'est vu quand même, quand même pas mal de fois, mais ça a été une très belle découverte de l'année 2020. Il y a eu lui, il y a eu, bah, il y a quand même pas mal de personnes. Il y a eu aussi, bah, Evan Park. Enfin, il y a eu tout un nouveau univers qui est arrivé en quelques mois, en fait. Et si tu veux, ça a tout rattrapé. Et puis, ben, après, bah, il y a eu Angers, forcément. Donc, ça a pas. Je veux pas dire que ça a pas duré longtemps. Ça a duré quand même bah, ça a duré un an, en fait, hein. Je suis resté quasiment un an. J'ai déménagé, ouais, en octobre. Ouais, en octobre. Et là, j'ai déménagé en juillet. Ça a quasiment duré un an, ouais. Bah, en gros, concrètement, on peut le dire, c'est que tu avais monté ce fameux Oui, business donc, de vide teinté qui finalement, enfin toi, tu t'en es retiré parce qu'il y a eu une mésentente entre bien associés, ce qui sûr. est assez classique en entrepreneuriat, et tu as vogué vers autre chose et t'es retourné en C'est Suisse, c'est ça, en ça? fait, après, il y a eu. Après début 2021, si tu veux, les chiffres étaient redescendus. Et je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce que je vais faire pour. Je comprends, parce qu'en fait, il y avait, tu sais, les couvre-feux. En fait, oui, voilà, je viens d'y penser, mais les chiffres étaient descendus parce que c'était très compliqué de faire les tournages. C'est avec les couvre-feux, la météo, enfin. Et j'étais sur un contenu qui était vraiment, tu sais, en fait, je faisais des allers-retours entre Angers et Tours, il n'y avait pas grand-chose de fou à filmer. Parce que oui, il y avait aussi la limite des 100 km, j'avais des soucis de, de, ouais, de fiches de recherche. Enfin, bref, il y avait tellement de problèmes. J'avais des problèmes de justice en plus. Et des trucs qui étaient revenus à la surface pour rien. Et en fait, j'étais plus allé. Tu sais, moi, mon fond de commerce, entre guillemets, de YouTube, ce que les gens aiment, je pense, hein, ce que les gens aiment, c'est que je voyage partout, en fait. C'est-à-dire que je filme autant des mecs en Belgique, dans le sud de la France,
à gauche, à droite. Et c'est ça que les gens aiment. Et en fait, tout cette merde de Covid, mais franchement, je l'emmerde ce truc, mais à un point, mais tu peux même pas savoir. Bon, en fait, ça m'a tout niqué. Mais déjà, cette année, j'étais censé aller aux États-Unis, j'étais censé aller au Japon, j'étais censé faire 1 million de trucs. Et pendant les couvre-feux, les machins, ces histoires de merde là, et ben en fait, je faisais des allers-retours entre Angers et Tours et il n'y avait pas réellement de trucs de fou à filmer. En fait, à un moment donné, au bout de 3 mois, les gens en ont eu marre et j'ai eu un pic de descente de vues. Et c'est là que j'ai fait, ouais, il faut que je me renouvelle. Et puis j'ai fait Dubaï. Et en fait, c'est le frère, enfin, le frère du fondateur de d'Easyflore, qui s'appelle Léonard, qui voulait aller à Dubaï avec moi. Et puis en fait, à la dernière minute, il a pas pu. Donc j'ai fait, tu sais quoi, bah, c'est pas grave, je vais quand même y aller parce que j'ai envie d'y aller. Et j'y suis allé. Et puis, bah, mec, incroyable. Bah, ça crée tout le contenu qu'on connaît aujourd'hui sur la chaîne qui a redonné une sorte de second souffle après tout ça, que les gens adorent, du coup, les vidéos de Exactement. Dubaï. Et moi, j'adore d'y aller. Et c'est pour ça que j'y suis aussi retourné une deuxième fois cet été. Et puis après, il y a eu le gros trip en Norvège. Enfin, il y a eu plein de choses. Et puis malheureusement, il y a eu aussi cette mauvaise entente avec mon ex-associé. Bon, bah, écoute, c'est des choses qui arrivent. Moi, c'est pas la mauvaise entente professionnellement parlant que je retiens, c'est le personnel, tu vois. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très à l'affect, qui travaille à l'affect, qui est très, voilà, ça sert à rien de travailler avec quelqu'un si tu t'entends pas avec ou quoi. Et puis moi, ce que j'entends, c'est toute cette partie affect qui est un peu chiante, tu vois. Je me dis, putain, t'as gâché une amitié pour du business. Et c'est souvent arrivé, ça, pour du business ou pour des nanas. Enfin, il y a souvent eu des histoires à cause de ce genre de choses. Donc je sais qu'aujourd'hui, c'est des erreurs à ne plus reproduire. Mais moi, c'est pas des erreurs, c'est de l'apprentissage, en fait. C'est exactement ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, tu Ah apprends en oui. faisant. Donc, il n'y a Ah pas bah, meilleure leçon dans l'entrepreneuriat je que suis l'un en des faisant, mecs en les fait. plus heureux au T'en monde à as 23 ans, aucune. avoir autant de vécu et de mauvaises entre guillemets expériences, putain, c'est incroyable. Il y a des mecs, ils ont pas ça dans Et, et, toute leur tu- vie, quoi. Bah et après, je suis beaucoup de entièrement mauvaises choses d'accord. quand même. Donc tu les retiens et tu te dis putain, c'est quand même dégueulasse, c'est quand même triste, c'est comme ceci, c'est comme cela. Pour tout, hein, pas que pour la boîte de vie teintée, pour tout. Et tu te dis putain, mais aussi pour YouTube, hein, les gens ils t'approchent pour ça. Ou moi, ce qui m'a vraiment saoulé à Paris, ce qui a fait que je suis parti du binôme Akram, c'est que les gens ils venaient vraiment me voir pour avoir Akram, en fait. C'est genre, j'étais la passerelle, en fait. Je comprends bien. Et Ouais, je comprends bien. à la fin du confinement, à la fin de tout ça, on a eu une discussion avec Akram qui a duré 3-4 heures, voire plus, où on a vraiment fait une rétrospective, on a parlé de tout, en fait. Et ça, c'est un point qui est revenu, et puis on s'est entendu là-dessus, quoi. Mais là, très récemment, il y a quelques semaines, j'étais avec lui, on a fait une vidéo là, avec la BM Tuning, là. Avec les gens. Ouais, mais on s'était Ah oui, en eu au plus, ouais, téléphone ouais, juste ce avant. jour-là, c'était pas possible qu'on se voit, Ouais. malheureusement, mais. Et, et justement, on était sur le trajet du retour, donc là je te parle d'un truc, c'est très récent, il y a même pas une semaine. Et il me dit ouais, bon, on est nostalgique parce que ça nous manque, mais je pense qu'aujourd'hui, le mood qu'il y a eu à l'époque, il est impossible à reproduire aujourd'hui parce que en fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais la politique c'est con, mais la politique du pays ou d'une ville fait qu'il y a des choses qui ne sont plus possibles. Le Covid fait que c'est plus possible. En fait, il y a plein de trucs qui sont plus possibles. Et si tu veux, moi, ces histoires de monter des boîtes, en fait, je le fais parce que ça m'amuse déjà. Je le fais pas pour étant une contrainte, mais je le fais parce que ça m'amuse et parce que je ne peux pas faire autre chose, en fait. Parce que clairement, là, je vais pas te mentir, hein, il y aurait pas tous ces Covid, je serais pas en Europe là. Je sais pas où dans le monde, en fait. Je suis en train de filmer des trucs en Afrique, les voitures qui ont 1 million de kilomètres, tu vois. Enfin, je suis en train de faire des trucs comme ça, quoi. Et je te souhaite que ça soit à nouveau possible et que tu puisses rebouger Ouais, comme ben, tu veux, tu j'espère que vois. tout ça va s'arrêter rapidement, quoi. Mais Mais tu sais que ça me fait penser à un truc pour être sur une note oui, plus positive. C'est que tous les deux, on a une passion pour. Enfin, une passion, c'est un grand mot, mais on admire beaucoup une oui. personne en commun qui est une personne qui a rien à voir avec l'automobile. Par contre, ça fait un lien super entre Mhm, l'automobile et les voyages. C'est bien sûr. Antoine de Maximi. Et pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est la personne qui est très connue pour l'émission J'irai dormir chez vous. Mais ce gars-là a une histoire juste incroyable. Il a arrêté ses études très jeune, il a fini grand reporter, il a baroudé Mm. mais partout. Il a couvert, je crois, si je dis pas de bêtises, la guerre civile à Beyrouth. Il a vécu vraiment des choses incroyables. Il est allé en Amazonie, enfin, c'est le seul truc que je partage avec lui d'ailleurs, c'est l'Amazonie. Mais, mais ouais, je voulais parler de ce personnage parce que quand on en a parlé, je sais pas pourquoi on s'est retrouvé à parler de ça, mais j'ai trouvé ça très amusant parce que c'est vraiment quelqu'un que Ah bah j'admire j'admire beaucoup aussi. plus que tout parce que avant même que je parte bah tu vois cette période où je suis en école ou non, la période où je faisais rien là, où je faisais du stream. Bah genre Ouais. je faisais du stream voilà et puis
je regardais son émission en fait à ce moment-là aussi. Donc c'est entre bah, la passion de la police et lui qui voyage et qui vit des choses et je me dis putain, je rêve de faire ça, je rêve de voyager. En fait, c'est ce côté avoir été en foyer, avoir été bloqué en fait dans un endroit, bah, ça donne ça. En fait, réellement, ça donne ça. En hypnose, donc quand je travaillais dans le centre à Eric, avec le pas de mon ex, on apprend que les traumatismes d'enfance, et c'est de la psychologie au final, créent d'adultes de demain. Donc tout ce que tu vis quand t'es gosse, c'est ce qui te forme adulte en fait. Mais de la toute petite enfance, alors les grosses bases des traits de caractère, etc., ça se forme quand t'es pas un bébé, mais 2-3 ans, quoi, quand tu commences à comprendre tout ça. Voilà, là, il y a déjà une étape là, et, et jusqu'à ouais, 10, 15 ans, voilà, c'est jusqu'à l'adolescence, en fait, c'est là où tu te formes vraiment toi, en fait. Et bah moi, avec tout ce que j'ai vécu, bah forcément, ça donne un mec qui est frustré dans le sens où il est pas libre, parce que c'est de la prison, en fait. Et bah, ça crée un mec comme moi qui aime voyager, qui aime bouger tout le temps en fait. C'est ça le truc, je bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aime pas rester enfermé. Si, alors, j'aime bien rester voilà, devant une journée devant Netflix quand vraiment je suis fatigué, j'en peux plus. C'est après des semaines de tuning à gauche et à droite. Ou j'aime bien être le soir là sur le PC, jouer avec mes potes, voilà, jouer. Ou ça, j'aime bien, tu vois. Mais rester à la maison à rien faire, c'est impossible pour moi. Je suis obligé de toujours bouger, quoi. C'est pour ça que Paris, c'était parfait. Ouais, t'as envie de temps. Bouger, entreprendre des choses. D'ailleurs, on peut peut-être parler Bien de la sûr. nouvelle boîte que tu as lancée Oui. en Suisse. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que ça fait? En fait, c'est né d'une volonté où, si tu veux, je suis rentré de Dubaï. Moi, j'avais un projet de monter un truc là-bas et bon, il y a quand même le marché saturé là-bas. Mais il y a des belles choses à faire, mais le marché est saturé. Je sais que les États-Unis, si j'y mets un seul pied, je ne reviens jamais en Europe. Ouais, Donc, je sais que là-bas, les États-Unis, il y a beaucoup de choses à faire aussi. bah, on parlait tout à l'heure de l'American Dream, c'est exactement ça. Ouais. C'est ça, je sais que ça va arriver un jour. Et pas que pour moi, il y a d'autres personnes autour de moi que personne ne connaît forcément trop sur la chaîne, mais qui veulent les mêmes choses. Et je pense qu'un jour, je vais réellement partir et vivre là-bas. Mais en fait, je suis revenu en Suisse et je discutais avec des abonnés. Et en fait, à force de discuter à gauche, à droite avec des garages, des abonnés, eh ben, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de structure où tu amenais ta voiture et tu avais le all-in-one. C'est-à-dire que tu viens, tu as tout au même endroit. Qu'est-ce que tu entends par le Le monde, all-in-one? Qu'est-ce que tu entends concrètement comme prestation? bah, c'est-à-dire que tu peux faire ta reprog à un endroit. Enfin, t'as un mec qui fait la reprog à un endroit. T'as un mec qui fait du covering ici. T'as un mec qui fait ceci, cela. Enfin, mais tout est Hmm. éparpillé un peu partout en Suisse. Deuxième chose, c'est que tu n'as pas de youtubeur suisse automobile. Enfin, je crois qu'il y en a un qui a moins de 10 000 abonnés. Ce qui est bien en Suisse, hein, vu que c'est un petit pays, déjà avoir 10 000 abonnés, c'est quand même propre. Donc c'est bien. En plus, on parlait un peu par message là sur Insta, il veut filmer ma voiture. Et bon, je suis pas du tout fermé à l'idée, ça me fait plaisir. Et, et donc du coup, ouais, bah, je me suis dit, bah vas-y, en fait, je vais revenir dans mon pays. Je serai du coup le seul youtubeur suisse automobile dans mon pays. Voilà, il n'y a pas d'autres personnes qui filment d'autres voitures, mis à part celui que je viens de te dire, mais bon, voilà, enfin, deux personnes, ça va, c'est pas non plus la mort. Alors qu'en France, mec, le marché commence à être un peu saturé, je trouve. Ouais, de ouf. Mais tu sais que je trouve ça paradoxal parce que en Suisse, il y a quand même de l'argent aussi, Ah ouais. donc des belles caisses. Mhm. Et c'est fou, tu vois, qu'il y ait si peu de youtubeurs qui soient Bah, sur si l'affaire en fait. peu de youtubeurs et d'entrepreneurs, parce qu'en fait, je vais t'expliquer, la raison elle est simple. Les gens ici, ils ont un parcours qui est très linéaire, Mhm. comme l'accélération de l'IS3. Et donc, ah, le bâtard. Donc en fait, les mecs, ils font l'école, ils finissent l'école, ils font le fameux CFC, ils finissent le CFC, ils ont 18 ans, l'armée, ils font l'armée, service long, service court, je m'en fous. Ils finissent l'armée, ils commencent à taf. Le taf, ils gagnent entre 4 500 et 6 000 francs. Qu'est-ce que tu vas te fatiguer à vouloir faire des Ouais, vidéos sur YouTube? ouais, Qu'est-ce que tu ouais, vas te fatiguer? ouais. On s'en fout, mec. Attends, pour avoir 4 500 balles par mois sur YouTube, faut faire 4 à 5 millions de vues par mois. D'ailleurs, je n'ai jamais. Mon plus gros salaire YouTube, ça a été 3 200 euros. Je n'ai jamais sorti plus, hein. Mais tu Donc, sais que c'est important que tu dises ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte du travail et de l'investissement personnel que ça demande YouTube. ah, bah, Parce c'est que insane, hein. toi qui sors des vidéos tous les 2 jours, c'est du 7 jours sur 7 au final. Ah, c'est du 7 jours. Bien sûr, c'est du 7 jours sur 7. Bien sûr, c'est. Mais je dis ça pas du tout avec. C'est pas du tout en étant dégoûté ou pour me plaindre, parce que je kiffe ce travail. Enfin, je peux que kiffer. J'ai toujours aimé faire ça. Donc, mais c'est vrai que les gens s'en rendent pas compte. Tu vois, les gens ils pensent que tu prends ton téléphone, tu te filmes et tu uploads. Alors oui, c'est le cas pour certaines personnes qui en abusent et qui en sortent beaucoup de vidéos par jour comme ça.
et qui font beaucoup de vues, et donc du coup qui se blindent d'oseille en faisant pas grand chose, j'ai envie de dire, mais tant mieux pour eux, tu vois. Mais c'est pour des gens comme moi, parce que 260 000 abonnés, c'est vraiment le moment où tu galères parce qu'en fait, t'es pas un petit youtubeur, mais t'es pas un grand youtubeur. En fait, moi, je Hmm. suis dans la pire tranche parce qu'en fait, euh, je, je, je taffe une chier pour du contenu que j'essaie d'être quand même de mettre en avant une bonne qualité, et pour gagner, honnêtement, je veux dire, en ce moment, c'est entre du 1500 ou à 2500. Alors, je sais, pour un mec qui gagne le SMIC, ou pour la plupart des gens qui bossent en France, ça paraît énorme pour faire des vidéos sur internet. Mais en fait, quand tu regardes et quand tu prends le nombre d'heures travaillées, le nombre de jours et d'heures travaillées, en fait, tu te dis, mais Ah ouais, je suis ça entièrement vaut pas d'accord. tant la peine que ça. En fait, honnêtement, hein, je le dis aujourd'hui, ça n'en vaut pas du tout la peine. Pour mon rythme de travail, ça en vaut pas la peine. S'il n'y a pas la passion, tu Ah, s'il n'y a pas la t'aurais passion, c'est mort. t'aurais abandonné depuis bien longtemps, c'est sûr et certain. Ah, bah, j'aurais arrêté depuis 10 ans, j'aurais arrêté largement. Mais c'est pour ça aussi que je monte des business à côté, parce que je veux que ça reste une passion. Je veux que ça reste, voilà, un moment où je prends du plaisir à tourner une vidéo, à faire du montage. Alors que là, ces derniers mois, je vais te dire, hein, j'ai un monteur et je lui donne de plus en plus de taf parce que bah, je suis trop occupé par la société là, en fait. La Hmm. société, aller à gauche, aller à droite, faire les tournages. Voilà. Et en fait, le rythme d'une vidéo tous les 2 jours, je l'ai réduit d'ailleurs là, ces derniers jours, enfin ces derniers temps, parce que les chiffres ont de nouveau baissé. On ne sait pas pourquoi, mais là sur YouTube global, tout le monde a baissé de fou. Ouais, c'est clair. Alors, un Squeezie parce que souvent on me le dit, hein, oui, t'as un temps d'abonnés, mais tu fais tant de vues. Alors, en fait, c'est comme ça pour tout le monde, hein. Squeezie, il a, je sais plus, 15 millions d'abonnés, il fait 5 millions de vues. En fait, ça choque personne. Parce qu'en fait, le mec fait 5 millions de vues. Mais en fait, il y a quand même 10 millions de vues manquants, quoi. Tu vois. Mais vu que c'est des millions, ça les choque pas, les gens. Et lui, entre avoir, je sais pas, 50 millions de vues mensuelles ou 40 ou 30, bon, tout va bien, je veux dire. Bon, c'est pas Ouais, 50, c'est quand même beaucoup. Mais moi, par contre, passer de, je sais pas, de 2 millions de vues mensuelles à 1 million ou 750 000 vues, ça change tout. ouf, ouais, la différence, c'est tout ou rien. C'est vraiment tout ou rien. Pareil, Je- un Kram ou un GMK qui va faire, désolé, je t'ai coupé, mais un 10 millions de vues mensuelles et qui passe à un 5 millions de vues mensuelles. Alors certes, ça fait un peu mal, mais mec, t'es quand même super bien, je veux dire, hein. Si ces mecs-là, qui sont quand même un de mes meilleurs potes et l'autre une connaissance, euh, je veux dire, ça leur fait pas mal, quoi. Ouais, ouais, Malgré, même s'ils vivaient 100% de ça, je veux dire, ils vivent évidemment pas 100% de ça, mais ça leur fait pas trop mal, tu vois, s'ils vivaient 100% de ça. mais t'es pas du tout sur Bah la... oui, t'es pardon. pas du tout sur la même échelle en fait. T'es juste pas Ah, pas sur la du même tout. échelle. Donc moi, c'est une échelle je suis vulgaire, mais un peu bâtarde où je suis Hmm, actuellement. hmm. C'est pour ça qu'ouvrir des business, voilà, et puis reprendre du plaisir finalement à faire des vidéos, et puis ne pas regarder les vues. Parce qu'au final, moi, ça fait que 2 ans et demi que j'en vis, donc c'est-à-dire que pendant 7 ans, j'ai touché, allez, des 30 balles par-ci, des 30 balles par-là, enfin rien, quoi. Je veux dire, ça m'a permis d'acheter des jeux, ou même pas. En fait, ça m'a jamais. Jusqu'à très récemment, j'ai jamais gagné de l'argent parce que tous ces 30 balles, 60 balles, j'ai toujours réinvesti dans des micros, dans des claviers, dans des trucs qui vont me servir en fait à faire des vidéos. Donc, Ouais, donc en fait, t'essayes de relativiser en me disant que pendant longtemps, t'as fait ça vraiment que par pure passion et bien tu sûr. gagnais pas un euro. Donc Et il faut je que faisais, et je passais, tu gardes cet esprit-là et tu passais bien tout autant sûr, de temps. et je passais plus de temps. C'est ça le pire, c'est que je passais plus de temps quand je gagnais pas d'argent que aujourd'hui. C'est pas que je passe moins de temps, c'est que bah, il y a les tournages en fait. Donc en fait, si je passe le temps similaire. Avant, si tu veux, je pouvais facilement passer des 8, 20, 30 heures de montage pour des vidéos qui ont aujourd'hui sur ma chaîne 5, 10, 20 000 vues, quoi. Donc aujourd'hui, bon, je passe. En fait, une vidéo, faut se dire que je passe 8 heures de travail par jour, en fait. Voilà, 8 heures. Hmm. En fait, une Ouais. vidéo, une vidéo qui dure 20 minutes sur la chaîne, c'est 8 heures de travail. Avec le déplacement, sans compter les frais que ça occasionne. En fait, c'est globalement avec le transfert de Donc, fichiers. En fait, ça dure 8 heures. Voilà. donc c'est une journée de travail classique pour quelqu'un qui En a un fait, ouais, CDI classique, quoi. c'est ça. Sauf que la bonne partie du métier, c'est que c'est quand même très agréable, quoi. Tout à fait. Non, mais faut pas, Voilà. on crache pas dans la soupe du tout. On Même si crache on pas n'a du, pas moi, je le crache pas même du tout métier sur mon. exactement, on crache pas du Bien tout dans la sûr. soupe. Et explique-moi un peu l'avenir de la chaîne. Qu'est-ce que je sais que bah, tu as fait déjà plein de changements de thème. Est-ce que à terme, tu aimerais bien parler de la moto? Parce que je sais que potentiellement, tu vas passer ton permis moto, peut-être un de ces quatre. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu vois un peu comme sujet? Non, la moto, non. À la base, avant qu'il y ait le confinement, pareil, tous ces trucs, j'aurais dû vraiment beaucoup travailler avec les forces de l'ordre, et ça aurait dû prendre un énorme tournant. J'aurais peut-être eu le double d'abonnés de ce que j'ai aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui marche beaucoup. Malheureusement, ça s'est pas fait parce que bah, aujourd'hui, il y a toute cette situation sanitaire qui fait que bah, c'est impossible, à moins d'être vraiment journaliste, de faire ça. Quoique là, j'ai reçu un message aujourd'hui qui
peut-être ça va relancer les choses. Bah, je te le souhaite. Et on parle d'une échelle de colonel, donc c'est quand même stylé. Donc bah, c'est gentil en tout cas. Les forces de l'ordre, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est une énorme passion que j'ai. Je pense, je sais même pas si je dirais que je suis plus passionné de police ou de voiture, mais je dirais même plus de police. Non, je suis plus passionné de police que de voiture en fait. Bah, Parce qu'aujourd'hui, le top, c'est quand il y a une voiture de police. C'est pour ça que t'as chez Acron. Comme ça, tu mêles les deux. De toute façon. exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je serais plus comme un gamin et comme un fou dans un garage de police aux États-Unis que dans un garage de n'importe quel super hypercar à Dubaï en fait. Quand je vois même quand je vois des caisses de flics en Suisse, je suis trop content. Même en France, je kiffe. Je sais pas, c'est un truc. Et pour autant, je suis pas frustré de pas de flic parce que je kiffe mon travail quoi. J'aimerais pas être à leur place en fait. Euh, oui, en fait, Alex, est-ce que tu peux nous reparler un petit peu plus de ton garage? Parce que donc on a bien compris Mhm. l'esprit un peu all-in-one, vraiment avoir un endroit concentré, mais comment tu vois les choses vraiment? Là, ce que je vois, c'est que il y a une bonne demande ici. Le but est, il n'y a pas de youtubeurs, donc le but est de faire vraiment un centre vraiment cool euh, où les gens viennent préparer leur voiture. Certes, ça c'est assez classique, j'ai envie de dire, mais un lieu où surtout les gens se sentent un peu chez eux, hein. Ce qui est marrant, c'est que je me suis toujours plus senti à l'aise et chez moi, chez d'autres personnes que chez moi. C'est très bizarre comme phrase, hein, mais je me sens plus à l'aise chez les autres que chez moi. Et donc le but, c'est de retrouver voilà, cet esprit-là dans ce garage, que les gens viennent, préparent la voiture, restent jusqu'à tard le soir. D'ailleurs, les horaires ont été un peu adaptés à cette sauce-là, à ce que les gens, voilà, le soir, parce que ça bouge pas. En Suisse, c'est mort, c'est un pic est mort, il se passe rien. Et bah, qu'il y ait une sorte de deuxième vie, qu'on fasse un peu bouger les choses de ce côté-là, bah, dans la région où je m'installe, quoi. Dire que c'est un peu un lieu de vie autour de la passion. Ouais, exactement, un lieu de vie pour la passion, exactement. Et un peu comme Akram avait fait à Paris, c'est-à-dire réunir des gens qui ne se connaissaient pas du tout pour ensuite bah, créer tout un univers en fait. Et Akram, c'est ce qu'il a réussi à faire avec sa chaîne YouTube, c'est que en fait, si aujourd'hui tout le monde en France, dans le milieu de l'automobile, je veux pas dire que c'est grâce à Akram, mais les gens se connaissaient déjà un peu de loin, mais il a créé cette ambiance de famille en fait, où tout le monde se connaît du nord au sud, à l'est, à l'ouest, les préparateurs, les garages, enfin j'aime cette ambiance en fait. Et en Suisse, il n'y a pas réellement cette ambiance et c'est un peu c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais j'ai envie d'être le créateur de cette ambiance en Suisse, de le réunir un peu tout le monde. Voilà, surtout que là, tu sais, en Suisse, c'est un pays, je vais être un peu très méchant sur mon pays, hein, mais c'est un pays de gens qui n'ont pas grand-chose à faire. Ils se font chier. euh, donc le moindre prétexte, la moindre chose à inventer, le moindre petit prétexte, en fait, c'est très important. Et donc là, il y a des rivalités entre des villes. C'est-à-dire que les mecs se créent des embrouilles entre des villes. Mais pour rien, il n'y a pas de trafic de drogue, il n'y a pas de nana, il y a rien. C'est juste parce que tu habites dans cette ville ou tu habites dans cette région, et ben en fait, on s'entend pas. Non mais en fait, les gars, on est en Suisse. Bah, de ce que si je comprends bien, en fait, tu as envie de devenir le fédérateur un peu de tout ça, quoi. Ouais, franchement, ouais. La personne sur laquelle ouais, ouais, Et ok, je j'ai comprends été bien. dans des Ouais, je rassos en comprends bien. Suisse et j'ai vu un peu l'ambiance qu'il y a ici. Et les gens, ils ont le seum en fait entre eux. Ils ont une sorte de jalousie. Ils ont envie d'être le meilleur. C'est très bizarre cet esprit de compétition en Suisse, je la comprends pas trop. Et moi j'ai envie de rendre tout ça un peu familial, un peu d'une bonne ambiance, parce que je sens qu'en Suisse il n'y a pas une super ambiance et je veux vraiment que ce garage soit la continuité de ma personnalité et puis le nom du garage est déjà un jeu de mots déjà avec ma personnalité. En fait ça s'appelle Pisc Auto. Donc en fait mon nom de famille Ok. c'est Piscopo, je suis italien. Auto, donc Pisc Auto, et en fait ça rappelle, bah, quand j'étais petit on m'appelait Biscotto. En fait, les biscottos, les biceps, quoi. Et en fait, le logo du site, c'est une caricature de Popeye avec moi, en fait. Et donc Ok. Tristan qui a dessiné ça, et je trouvais vraiment ça marrant. Parce que j'aurais pu faire quelque chose de très corporate, voilà. Mais je voulais pas, je voulais faire quelque chose qui soit dans la lignée de ce que je suis. C'est un truc où on se prend pas la tête, en fait. Alors ouais, certes, ça fait pas très sérieux, mais au final, est-ce que c'est bien de se prendre au sérieux? Il faut être sérieux. Attention, il faut être sérieux, mais Mais puis j'ai envie de te dire que de toute façon, le sérieux se fera via la réputation que tu te feras sur les prestations, bien sûr. etc. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une image Mmh. sérieuse. Donc, on est tous dans ce milieu de l'automobile. J'ai appris avec le temps à connaître les gens, à côtoyer. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est vraiment tous des enfants. Et ce que j'aime bien, c'est cette neutralité, cette égalité. Quand on est là, dans des rallyes ou des rassemblements ou des choses comme ça, où des gens peuvent avoir des supercars, des hypercars. Mais en fait, le mec qui a une Twingo va parler avec le mec.
c'est deux gars qui ont un univers complètement différent. On parle d'un mec parfois qui peut être un patron du multinational, qui a une collection de fous. Et moi, en fait, je vais donner juste mon exemple de moi. Moi, je suis un mec d'un village paumé en Suisse. Et je me retrouve des fois avec des milliardaires, des fils de princes, des multimillionnaires, des mecs qui ont des entreprises de fous et qui, alors, sont pas en admiration devant moi, mais je me suis retrouvé devant des mecs qui, ouais, qui avaient des entreprises de fous et qui étaient super contents de me retrouver, quoi. Un mec comme moi, qui est personne, tout le monde n'est personne, et je suis assez étonné parfois de ce que je peux créer comme réaction. Alors, c'est jamais des réactions de, comment, de fanboy, mais c'est toujours dans le calme en fait. C'est ce que j'aime avec la communauté que j'ai réussi à me faire aussi avec Akram, c'est que c'est une communauté calme en fait. C'est-à-dire que, je sais pas, un exemple bête, tu vois, je suis sur l'autoroute en France, je fais le plein, et en fait, bah voilà, le gars qui est à côté, il remplit son réservoir, c'est un daron, hein, c'est un mec qui a une trentaine, quarantaine d'années, voilà, et il me fait: «Ouais, très beau V8», je fais: «Ah ouais». Bah non, non, le mec il me dit, je sais pas, «Ah, c'est un V8 dedans?» Je fais: «Oui, c'est un V8», il me dit: «Ah, c'est cool en tout cas de voir la voiture en vrai plutôt qu'en vidéo». Et moi, les gens quand ils me reconnaissent, ça se passe comme ça en fait. C'est pas: «Oh Alex, comment tu vas?» Enfin ça se passe aussi comme ça. Mais ça se passe aussi de la manière, ouais, bah, comme je viens de te dire là. Tu sais, c'est marrant, Ouais, mais je pense que c'est la force de la passion, tu en vois. détente. C'est à quel point ça peut rassembler. Et après, bon, chacun a sa personnalité, chacun a. Enfin, j'imagine qu'il y a différentes communautés, comme tu le dis, mais la passion peut rassembler des gens qui sont totalement Bien sûr, différents. Comme tu le disais, le mec qui a une Rolls comme le mec qui a une Twingo, c'est tu vois. ça. Bon, c'est un peu caricatural, Ouais, mais c'est ça au final. et d'ailleurs, en parlant de Rolls, pour finir un peu ce podcast, on peut pas ne pas parler des voitures qui te font rêver. Ça serait quoi un petit peu les voitures de tes rêves? Alors, là, je vais spoiler un peu, un goal que je me suis donné avec mon meilleur pote. Bon, je vais pas dire les termes exacts parce que c'est très, très vulgaire, mais je lui ai dit: «Ouais, dans 5 ans», dans 5 ans, donc en 2026, si j'ai pas une Aventador, je suis une, voilà. Et donc, Ok. l'Aventador, c'est un goal, pas parce que c'est une voiture, m'as-tu vu et cetera. J'aime beaucoup l'état d'esprit de cette voiture. C'est-à-dire que c'est Dark Vador, moi qui suis un peu geek en plus, alors c'est pourri, enfin, la boîte est pourrie, c'est fragile, à conduire, j'en ai déjà conduit une Aventador S et une Aventador, normale, donc les premières. C'est c'est pas Je peux pas dire que c'est pas officiel, mais moi ce que j'aime dans l'automobile, c'est pas les performances, c'est le son. Et le son d'Aventador, malheureusement, ce moteur, il n'est que dans cette voiture-là. À l'instar d'une SLS, par exemple. Un mec qui rêve d'une SLS, ben, bon, il s'achète un C63 phase 1. Bon, bah, il a à peu près le même moteur, tu vois, en termes de sonorité. Bah, malheureusement, l'Aventador, c'est pas réellement ça. Donc, l'Aventador, c'est un goal. Et puis pour l'avoir vécu, parce que j'ai fait un tour avec l'Aventador de Ouais, Maxime Langlais, Aventador ouais, S aussi. très belle voiture. C'est vrai que comme tu le dis, genre, c'est une sensation qui est. Tu sens que tu es sur quelque chose de, tu sais, Mhm. d'archaïque, mais ça te fait C'est vibrer, unique. quoi. Ça te fait C'est un vraiment truc que tu vibrer. ne retrouveras même pas dans une Huracan Perf, ce genre de choses. C'est des très bonnes voitures, hein. Huracan Perf, c'est une bonne caisse, j'aime bien. Mais l'Aventador, c'est une catégorie, c'est un truc à part. C'est vraiment une voiture à part. Je pense que c'est un peu comme, ouais, des Pagani, des choses comme ça. J'ai pas eu l'occasion de tester ces voitures-là ou même de les approcher de près ou quoi, mais c'est le même état d'esprit en fait. C'est inconduisible, mais c'est jouissif quoi. C'est le son. Donc, Ah ouais, c'est clair. ça, et puis dans un autre registre, bah écoute, mon rêve c'est, ouais, une Wraith, une Down, une Phantom coupée. Enfin, ces voitures-là en fait, j'adore. Et le rêve ultime, Donc, au-delà de tout ça, donc on reste sur Rolls, on ouais, reste ouais, sur sur Rolls Rolls. pour le deuxième rêve. Une Ouais. corniche aussi, donc la même chose qu'une Silver Shadow 2 mais en coupé. Coupé cab, hein, mais ou alors ouais, la corniche coupée aussi. Ou alors, et ça c'est quand même plus accessible, un garage entier de voitures de flics américaines. C'est le but aussi, hein. C'est-à-dire que, il est possible que j'ai un garage de voitures de flics, donc Dodge Charger, Ford Explorer, Tahoe, enfin toutes ces voitures-là, Caprice avec le V8, 6 litres, je crois que c'est. Enfin, oh non, 7 litres. Moi, je sais plus, mais c'est insane les flics là-bas ce qu'ils ont. Impala, etc. Et à côté de ça, une Aventador. Tu sais pas pourquoi, mais elle est là, il y a une Aventador qui est là paumée comme ça. Et une Rolls. Mais c'est cool d'avoir les contrastes. C'est Ah, super ben le cool d'avoir les contraste, c'est ça. contrastes. En fait, mon rêve, c'est plus d'avoir une collection de voitures de flics. Mais le goal, quand même, voiture réelle, c'est ouais, ouais, des Rolls et une Aventador, quoi. Et surtout une Aventador. Je sais que je vais pas la garder, je la garderai pas forcément très longtemps ou quoi, mais juste pour le kiff d'en avoir eu une et puis de me faire un peu kiffer, tu vois. Parce que moi, si j'ai une caisse comme ça,
je roule vraiment, je roule quoi. Je me fais plaisir avec quoi. Ouais, je comprends le délire. Pour finir un peu ce podcast, Alex, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Mmh. Bah, que du bonheur en fait. Que franchement que du bonheur et de la bonne chance. De la chance surtout, ouais, de la chance. Parce que j'ai pas beaucoup de chance dans la vie. Enfin, si j'en Et, ai, mais j'ai beaucoup de malchance. et puis continue à te régaler avec ta chaîne YouTube, que ça reste une passion et que tu continues à créer du contenu pour le kiff avant tout, quoi. Bien sûr, ça c'est une longue vie à ma chaîne que j'abandonnerai pas, pour rien au monde, hein. C'est devenu une habitude en fait. Même si ça marche plus, même si j'en vis plus, mais je m'en fous, je resterai voilà, le Alpha Delta 36 qui est quand même, bien implanté parce qu'il y a quand même des gens qui sont très connus ou des gens, voilà, qu'on soupçonne pas forcément qui reconnaissent mon pseudo et ça c'est même avant Akram et ça c'est quand même une fierté de se dire que là, il y a des gens, bah, tiens, il y a pas longtemps, enfin il y a 2 ans, j'ai croisé Keza Prod qui était avec Squeezie et Ouais. en fait, le mec m'a reconnu parce qu'il me regardait à l'époque des vols commentés donc sur Flight Simulator et ça c'est énorme, quoi. Donc de se dire que des mecs comme ça, Ah oui, c'est une petite fierté ouais, perso, ouais, ouais. ouais, donc c'est ouais, ce pseudo restera à vie, franchement, c'est Et ça fait c'est partie tout de ce que moi, je te quoi. souhaite, Alex, hein. C'est tout ce que je te souhaite. Merci pour tout le temps qu'on a accordé, parce que là, tu vois, il est quelle heure? Je Il est sais même pas quelle heure 23 h. il est avec tout ça. Il est 23 h, on termine cet enregistrement à 23 h. T'es un héros. Merci pour tout le temps que tu C'est m'as toi le héros, accordé. Mastar. Euh, on aurait aimé faire ça en live pour vous, on n'a pas pu et on voulait le faire maintenant. Mais a priori, on se retrouve bientôt, par contre, en Yes, présentiel. ouais, Ça va être cool. Ça va être cool. À très yes. vite, Un grand Alex. merci à toi Merci beaucoup. vraiment et merci à tous et puis écoute, longue vie à toi aussi sur les podcasts parce que c'est vraiment quelque chose de très bien, à écouter sur la route, à et puis même c'est inspirant. J'aime bien écouter ça donc j'aime bien form par exemple Click et tu es dans la même lignée donc franchement, félicitations à toi, c'est des très beaux Bah, projets, tu as déjà interviewé des très bonnes personnes, vraiment. ça fait plaisir. Merci, Alex. À À très bientôt, ciao, vite. ciao. Ciao, ciao. Salut!